tous. Et voilà, c'est parti, on y est. Deuxième et dernier soir de cette Tech Week 2022. Je suis ravie de vous accueillir encore pour ceux qui étaient là hier et bienvenue pour ceux qui sont là seulement ce soir. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur le live sur YouTube. Alors je vais me répéter un tout petit peu pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis Marine, responsable communication et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette Tech Week 2022. Et donc pour cette édition, on s'est dit que c'était bien de faire les choses en grand parce qu'il y a 2 ans, on a dû annuler notre Tech Week à cause du Covid. L'année dernière, on avait un couvre-feu qui nous a fait prendre de nouvelles compétences et faire une Tech Week 100% en live. Et cette année, pour reprendre, on s'est dit, bon, une Tech Week c'est bien, mais si on faisait venir l'équipe de France Espoir de foot. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est original. Et on l'a fait. Donc ce soir, grâce à nous, uniquement grâce à nous, la FFF a accepté de positionner son match France-Serbie, et c'est ce soir. C'est beau quand même. Voilà. Vous allez entendre de l'animation dans le stade, évidemment, beaucoup d'ambiance. Mais on va commencer, nous, par mettre l'ambiance, avec un super warm-up qui devrait, normalement, je pense, vous bluffer. Je pense. Ah ouais, la Marseillaise en plus. Alors si vous êtes en ligne, vous entendez peut-être pas, mais il y a vraiment de l'animation dans le stade. Alors, qui est ce warm-up? C'est un artiste que vous avez peut-être eu déjà la chance de voir en spectacle, que vous avez peut-être déjà vu dans des shows télévisés comme La France a un incroyable talent ou America Got Talent. Et oui, parce que chez nous, on a des artistes internationaux, c'est incroyable. France-Serbie, des gens qui vont à Las Vegas faire des shows, la Tech Week, c'est un truc de fou. Donc, cet artiste, il est incroyable. Il fait des shows partout dans le monde. Il va vous embrouiller un peu le cerveau, vous allez voir. Et on est très fiers de l'avoir ce soir parce que ça reste un artiste local, puisqu'il est de Grenoble. Et donc, je vous demande une ovation pour Kevin Micou. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça fonctionne le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde avec le micro. Je peux t'emprunter le tien? Bien sûr. Merci. Bonjour tout le monde à la régie. On a un problème de micro. J'ai eu la Marseillaise, mais j'ai pas de micro. C'est quand même dommage comme accueil. 1, 2, test. C'est pas grave, je vais continuer avec celui-ci. Alors, je me présente. Merci pour cette présentation. Effectivement, comme vous l'avez compris, mon métier, c'est mentaliste. Ça veut dire que oui, les expériences que l'on va faire ensemble sont des expériences de lecture de pensée. Cachez votre joie. Et je précise que pour toutes les expériences que l'on fera ensemble, vous allez y participer. Donc soit depuis votre place, soit en venant me rejoindre ici sur scène. Est-ce que ça fonctionne? Toujours pas. Test, test. Ah, mieux? Ah, ça marche là? Super. Donc j'expliquais que pour ces expériences, vous allez participer soit depuis votre place, soit en venant me rejoindre ici sur scène. Ne vous battez pas. Je précise que les personnes qui seront choisies au hasard. Inutile donc de détourner le regard en faisant semblant de mettre un truc dans son sac. On la connaît tous, celle-là. Alors, exceptionnellement, je vais vous poser une question qui a eu très peu de succès tout au long de ma carrière, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'il y aurait parmi vous un ou une volontaire? Alors, vous avez levé la main en premier. Alors, je vous laisse applaudir mademoiselle, s'il vous plaît. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Je vous laisse me rejoindre ici, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Cécile. Cécile, je vous laisse vous mettre là, Cécile. Je vous donne le micro, dites bonjour à tout le monde. Bonjour. Ils n'ont pas compris, vas-y. Dis-leur bonjour. Bonjour. Super. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Avant de démarrer, j'insiste sur quelque chose de très important. À l'intérieur de cette mallette, il y a l'objet le plus important de tout le numéro qui va suivre. Je laisse donc ici, à la vue de tout le monde, pour être sûr que personne n'y touche. Et dans cette mallette-ci, j'ai amené des livres, des catalogues, des bouquins que vous connaissez tous, peut-être même que vous les avez à la maison. Et ce qui va se passer est très très simple. Je vais distribuer ces bouquins, je ne sais pas encore à qui. Vous allez les ouvrir, choisir un mot, une image, un dessin, y penser très très fort. Et moi, avec juste une ardoise et un marqueur, je tenterai d'écrire ou de dessiner ce à quoi vous pensez. Alors pour que l'expérience soit intéressante, j'ai amené uniquement des livres très connus. Par exemple, le premier livre que j'ai ici, c'est l'un des livres les plus vendus dans le monde. Messieurs, dames, mais surtout mesdames, est-ce que vous avez une idée? Un dictionnaire. C'est pas un dictionnaire. T'as dit quoi? Non. Oh, je l'ai entendu avec une voix bien grave ici, monsieur.
50 nuances de gris. Alors pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Parce que vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir lu. Mais... Tu l'as lu ou pas? Non, je l'ai pas lu. Arrête. Ça, c'est marrant parce que c'est l'un des livres les plus vendus dans le monde, mais quand tu demandes, il n'y a personne qui l'a lu. Ah, il a vu le film. C'est mieux avec les images. Coquinou. Alors, je disais donc, pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir lu, mais la véritable raison pour laquelle j'ai choisi 50 nuances de gris, c'est que quand vous ouvrez ce livre au hasard et que vous choisissez un mot au hasard, vous êtes toujours surpris. 50 nuances de gris. Le deuxième bouquin que j'ai ici, il est tout aussi connu, mais là c'est carrément une fierté nationale, puisqu'écoutez bien, c'est le livre français le plus vendu dans le monde. Le livre français le plus vendu dans le monde. Est-ce que vous le connaissez? C'est pas Les Misérables, c'est pas le Guide Michelin, non? Ouais, exactement. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bravo. Celui qui va suivre, il est aussi très connu, très acheté, très offert, mais surtout offert dans le milieu de l'entreprise. C'est un livre de stratégie. Est-ce que ça vous donne une idée? Exactement, L'Art de la guerre de Sun Tzu, bravo. Soit vous êtes très forte en livre, soit vous avez déjà vu mon spectacle, mais dans les deux cas, ça me fait plaisir. Merci d'être venu. Alors là, celui qui va suivre, c'est sûr que vous ne le connaissez pas, puisqu'écoutez bien, c'est quelque chose de très très curieux. Je vous ai amené le livre le moins vendu dans le monde. Est-ce que vous avez une idée? Le livre le moins vendu dans le monde? C'est pas le mien. En vente, c'est juste après le mien encore. Est-ce que vous avez une idée? Non? Messieurs, dames, je suis très heureux de vous présenter Pi. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître ce petit signe. Ça fait rire, forcément. On l'a tous appris à l'école, personne ne s'en est jamais resservi, exactement 3,14. Et vous le saviez peut-être, mais pi est en fait un nombre infini. Et à ce titre-là, merci pour la lumière, à ce titre-là, il y a une artiste japonaise qui s'est dit, tiens, ça pourrait être hyper utile de mettre dans un bouquin les 10 000 premiers chiffres après la virgule de pi. Ne rigolez pas, ça coûte 24 € sur Amazon et c'est vraiment en vente, donc n'hésitez pas. Il en reste deux à vous présenter. Celui qui va suivre, c'est de source sûre le plus connu d'entre tous, puisqu'écoutez bien, ce livre n'est pas vendu, il n'est pas commercialisé, je l'ai entendu tout à l'heure, mais pourtant c'est le livre le plus distribué, le plus échangé sur la planète. Est-ce que vous avez une idée? C'est pas la Bible, c'est pas Mein Kampf, non? C'est lui, voilà, je balance, c'est lui. Donc le livre le plus distribué sur la planète, messieurs dames, triste époque, mais c'est ni un livre religieux, ni ce genre de livre, mais c'est le catalogue Ikea. Voilà, je suis content que vous le preniez comme ça. Et il m'en reste un dernier. Alors je joue effectivement ce spectacle un petit peu partout en France et maintenant un petit peu partout dans le monde. Et partout où je vais, j'aime bien amener quelque chose de bien de chez moi. Alors moi, vous l'avez compris, je suis grenoblois. Et partout où je joue ce spectacle, j'amène avec moi les pages blanches du département de l'Isère. Vous pouvez l'applaudir. Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais prendre certains de ces bouquins, je vais venir à votre rencontre. Alors, monsieur, par exemple, je vous prête ça. Monsieur, par exemple, L'Art de la guerre. Monsieur, par exemple, L'Annuaire. Et on va donner, madame, par exemple... Je vous vois même quand vous tournez les yeux, faut le savoir. Je vous donne le catalogue Ikea. Cécile, hein, c'est ça? Et pour Cécile, j'ai gardé 50 nuances de gris. Comme ça, tu es juste à côté. Je vous explique ce qui va se passer. Pour démarrer, je vais faire défiler les pages de ce livre. Cécile, quand tu le voudras, tu me diras stop. Et là où tu me diras stop, tu liras dans ta tête le tout premier mot en haut à gauche de la page. Par exemple, le mot main. On ne veut pas savoir ce qu'il fait dans la phrase, d'accord? On veut juste le mot, ok? Si jamais vous pensez, messieurs, dames, ou si jamais tu penses, Cécile, que je ne m'arrête pas au bon moment et que je tente de te forcer le choix d'une page, on recommencera tant de fois que tu le voudras. Jusqu'à que ça devienne lourd, hein. Ok, les gars? Et enfin, dernière question, je sais que cette question va vous paraître idiote, mais on me la pose à chaque fois, donc je me dois de la poser à Cécile. Cécile, pourrais-tu confirmer que dans ce livre, les mots sont différents? Je sais que c'est le principe même du livre, mais on me demande toujours si les livres... Oui. Merci beaucoup. Messieurs, dames, l'expérience commence. Cécile, je t'invite à me dire stop. Stop. Est-ce que tu veux changer de page? Oui. Très bien, redis-moi stop. Stop. Est-ce que tu veux changer de page? Oui. Très bien. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Est-ce que tu veux changer de page? Non, c'est bon. Très bien. Alors, dans ta tête, sans rien dire, tu lis le tout premier mot en haut à gauche. C'est chose faite? Je repose le bouquin, je prends un marqueur et une ardoise et je vais te demander, Cécile, de fixer le fond de la salle et de penser à la première lettre de ton mot, uniquement à la première lettre de ton mot. Imagine-la écrit en noir sur un fond blanc, fixe le fond de la salle et imagine cette lettre au début de l'alphabet, milieu de l'alphabet ou fin de l'alphabet. Cécile, est-ce que pour la toute première fois, tu pourrais, dans le micro, nous dire quelle est la première lettre de ton mot? M. Le M. Le M. Merci beaucoup.
Tu vas maintenant penser... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombée plusieurs fois sur des mots commençant par M. Quelqu'un lui avait posé la question ou pas? Juste pour savoir. Ok, non mais c'est bon à savoir. Ok, donc on va faire la deuxième lettre. Est-ce que la deuxième lettre était différente dans chacun des mots, Cécile? Oui, je crois. Merci. Elle me fait changer 3 fois de mot et en plus elle se plaint du mot. Alors pense à la deuxième lettre, imagine-la dans ta tête, imagine une consonne, voyelle, voyelle, A, E, I, O, U. Imagine la troisième lettre dans ta tête, consonne, voyelle, début, milieu, fin, fin, P, Q, R, S, T. Est-ce que Cécile, pour la toute première fois, tu pourrais nous donner les 3 premières lettres de ton mot, s'il te plaît? M-I-R. M-I-R. Merci beaucoup. Tu vas maintenant fixer le fond de la salle et penser à la lettre suivante dans la tête, consonne, voyelle, début, milieu, fin, P, Q, R, S, T, A, E, I, O, U, consonne, voyelle, lettre suivante, consonne, voyelle, A, E, I, lettre suivante, P, Q, R, S, T. Ok, je pense que j'ai le mot. Maintenant, tu l'imagines au singulier, pluriel, singulier, pluriel, singulier, pluriel, singulier, pluriel. Cécile? Ouais, j'ai la musique de suspense en fait. Merci les gars. Cécile, est-ce que tu peux nous dire à quel mot tu pensais? Miroir. Au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Miroir au pluriel. Merci beaucoup. Alors, je vais vous dire ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que, vous savez, d'habitude, à ce moment-là du numéro, les gens pensent tous la même chose. Tout le monde se dit, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Tout le monde pense que je suis complice avec la personne sur scène. Or, aujourd'hui, vous avez bien vu que pas du tout. C'est-à-dire que Cécile, elle n'a rien fait pour que ça fonctionne, et je la remercie. Mais je t'en remercie. Pour ça. Ça fait plaisir. Mais on va faire plus fort, Cécile, parce qu'on va essayer de mélanger les livres de toutes ces personnes pour créer une expérience vraiment unique. Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire stop quand vous le souhaitez? Stop. Est-ce que vous souhaitez changer de page? Non. Merci, c'est très sympa. Vous ouvrez votre bouquin à ce numéro de page qui est juste là, vous l'avez vu? Ouais. Ne me dites rien, monsieur, également à cette page. Vous l'avez vu? Et je crois qu'il y avait l'annuaire ici, vous l'ouvrez à cette page également, vous l'avez vu? Ouais, c'est bon. Je referme, et il y avait un catalogue ici. Est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux? Tu ouvres ton catalogue à ce numéro de page qui est juste ici. Tu l'as vu, je peux refermer? Je referme. Et maintenant, on va faire la même chose qu'avec Cécile, mais à distance. Alors, hop. Monsieur, vous allez dans votre tête lire le premier mot de la page. Monsieur derrière également, vous allez lire dans votre tête le premier mot de la page. Monsieur, avec l'annuaire, vous allez faire plus fort à lire le premier nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de cette page. Et vous, Madame Ikea, vous allez faire encore plus fort et choisir n'importe quel article sur les 2 pages qu'il y a devant vous. N'importe quel article. Monsieur, est-ce que vous avez votre mot en tête? Ouais, monsieur derrière, est-ce que vous avez votre mot en tête? On va commencer avec vous. Regardez-moi fixement dans les yeux. Et je dois vous prévenir, messieurs, dames, cette fois-ci, ça va aller très vite. Regardez-moi dans les yeux et pensez à la première lettre. Début, milieu, fin, P, Q, R, S, T. Deuxième lettre, A, B, C, D. Troisième lettre, P, Q, R, S, T. Quatrième lettre, L, M, N, O, P, Q. Cinquième lettre, A, E, I, O, U. Sixième lettre. Je ne vois pas de sixième lettre. Alors je te montre, mais tu dis rien. Bon. Monsieur. Ah oui, il faut lui donner le micro, sinon les gens derrière la télé n'entendent pas. Est-ce que dans le micro, vous pourriez nous dire à voix haute à quel mot vous pensez? Parmi. 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 Merci beaucoup. Est-ce que tu peux maintenant donner le micro au monsieur qui est devant toi? Tiens, bah Cécile, viens avec moi, on va les laisser se débrouiller tout seul, ils sont encore là. Viens. Maintenant, on va faire plus fort parce que cette fois-ci, je vais deviner mais sans te regarder. Je vais regarder que l'ardoise et toi, tu penses très fort à ton mot. Est-ce que tu es prêt? Oui. Merci. Pense donc à la première lettre. Ouais, pense à la deuxième lettre. Troisième lettre. Ouais, quatrième lettre. Cinquième lettre. Sixième lettre. Est-ce qu'on est bien sur un mot à 5 lettres? Je vérifie. Oui. Merci de ta confiance. Cécile, je te montre ce que c'est, tu dis rien vote, bien évidemment. Monsieur, est-ce que pour la toute première fois, vous pourriez nous dire à quel mot vous pensez? C'est le mot sapin. Pardon? Sapin. Sapin. Genre, vous avez choisi le mot sapin. J'ai choisi le mot sapin. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai écrit. Vous pouvez m'applaudir. Si, vous pouvez m'applaudir, merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai écrit. Ah la traître. Bon. Alors effectivement, c'est pas du tout ce que j'ai écrit, mais peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a une confusion. Est-ce que, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais est-ce qu'à tout hasard, vous aviez hésité avec le mot vide ou vous pensiez vraiment que à sapin? Non, je pensais vraiment que à sapin. Merci de ton aide. Ok, on peut l'applaudir très fort. Bravo. Alors,
C'est pas très grave, hein, voilà, il y a des boîtes où on tombe sur des gens sympas et d'autres où... Bon, bah, peu importe, mais on va essayer de faire plus fort avec l'annuaire. Monsieur avec l'annuaire, super. Est-ce que vous avez dans votre tête, je prends une autre ardoise, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne? Parfait, pensez-y bien fort, pensez à son nom de famille, j'imagine un nom de famille en plusieurs syllabes, quelque chose d'assez long, d'assez complet, d'assez français. J'imagine un prénom qui serait assez ancien, j'imagine que c'est une dame qui aurait à peu près 83 ans, c'est même pas vérifiable. J'imagine que l'adresse, c'est non pas une rue, non pas une avenue, mais une adresse que tous les Grenoblois connaissent très bien. Et enfin, au risque de vous surprendre, je vois que son numéro de téléphone commence par 0476. Je vous la facture pas celle-là. Monsieur Annuaire, vous ne regardez pas l'ardoise. Alors, passez-lui. Il a déjà le micro? Magnifique. Vous ne regardez pas l'ardoise, vous regardez uniquement l'annuaire. Est-ce que vous pourriez nous lire, s'il vous plaît, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne? On vous écoute. Alors, il s'agit de Madame Claudinon Claudette, 1 place Beaumarchais. Et le numéro de téléphone, s'il vous plaît? 04 76 22 64 95. Merci beaucoup. Mais... on va faire encore plus fort, puisque rappelez-vous, Madame Ikea, ici présent, a ouvert le catalogue, je ne sais pas à quelle page elle est, et je lui ai demandé de choisir n'importe quel article, n'importe où, sur les 2 pages qu'il y a devant elle. Et au risque de vous décevoir, je dois vous avouer quelque chose, je ne vais pas deviner le nom de l'article, personne ne peut faire ça chez Ikea, d'accord? Mais je vais tenter de le dessiner. Alors Cécile, Madame, pensez à votre objet, imaginez la forme qu'il pourrait avoir. Cécile, je vois quelque chose qui aurait à peu près... je vais effacer correctement... j'imagine quelque chose qui aurait à peu près cette forme. Ouais, ça se tient. Ouais, t'as pas l'air convaincu par mon dessin. Alors, t'as pas l'air convaincu par moi, en fait, hein, finalement, depuis le début. Je vais écrire en toutes lettres ce que c'est. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, c'est plus simple comme ça. Je te le donne. Madame Ikea, est-ce que vous pourriez... Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tu me mets des notes pendant le spectacle, comme ça? Tu m'as mis un 5. Madame Ikea, est-ce que vous pourriez nous lire, non pas le nom en suédois, mais juste après, il y a l'équivalent en français. Est-ce que vous pourriez nous dire dans le micro ce que c'est comme article, s'il vous plaît? C'est une parure de lit, une personne. Une parure de lit? Oui. Je te laisse retourner. Une parure de lit. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous entends, les gars, je suis juste devant vous. Hein. On va faire plus fort. Je vais vous proposer une dernière démonstration de lecture de pensée avec un bouquin. Pareil, alors non, pas Monsieur Sapin, ça marche pas. Monsieur derrière, vous qui êtes sympa. Est-ce que vous pourriez donner ce bouquin? Alors, je ne sais pas si tout le monde se connaît, mais si possible, vous le donnez à quelqu'un que... Non, on va faire plus simple. Vous le donnez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Allez-y. Non, vous le donnez à quelqu'un... Non, pas Monsieur Sapin, quelqu'un de sympa. Vous le donnez à quelqu'un au hasard, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comme ça, c'est vous qui le choisissez, c'est pas moi. Qui vous voulez, n'importe où dans la salle, absolument n'importe qui. Parfait. Monsieur, apparemment, vous êtes n'importe qui. Est-ce que vous pourriez vous mettre debout? On va vous applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Merci à vous. Monsieur, quel est votre prénom? Prenez le micro juste ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Bob. Bob, très bien. Bob, écoutez bien ce que vous allez faire. Écoutez bien ce que vous allez faire. Dans un instant, vous allez ouvrir ce livre à n'importe quelle page. Vous pouvez soit l'ouvrir au hasard, soit penser à une page et aller à cette page, ou alors vous pouvez faire défiler les pages du livre et vous arrêter au hasard. Et ensuite, seulement ensuite, vous allez choisir n'importe quel mot sur cette page. Pas forcément, ne le faites pas tout de suite, ça serait trop facile. Pas forcément le premier mot, pas forcément la première ligne, mais un mot n'importe où, sur n'importe quelle ligne, de n'importe quelle page. La seule chose que je vous demande, c'est de compliquer les choses et de choisir un mot long. Parce que plus c'est long, plus c'est compliqué à deviner. Te cache pas, je t'ai entendu. Hein. Et enfin, dernière chose, Bob, quand tu trouves un mot qui te plaît, ne mets pas le doigt dessus pour pas qu'on pense que j'ai un complice, une caméra, un drone ou un livre tactile. Tu lis uniquement le mot dans ta tête et tu refermes le bouquin. Je récapitule, n'importe quel mot sur n'importe quelle ligne de n'importe quelle page, un mot long. Je te laisse faire, prends ton temps, tu peux lire plusieurs pages si tu veux. Et une fois que c'est chose faite, tu refermes le bouquin. Ça peut être long. C'est long. C'est bon? Ok. Bob, est-ce qu'on est d'accord que personne dans cette salle ne sait à quelle page tu étais? Apparemment, même pas toi. Je m'en souviens même pas. Non, mais très bien. Ça va compliquer les choses, c'est parfait. Ok.
Sans même te regarder, sans même te poser de questions, je vais spontanément tenter de ressentir la première lettre. Je l'écris ici. Bob, si toutefois il y a une apostrophe, tu n'en tiens pas compte, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la première lettre de ton mot, s'il te plaît? Un R. Un R comme Robert? Tout à fait. Messieurs, dames, aujourd'hui, ce soir, spécialement pour vous, j'avais écrit la lettre P. Il pense que je me suis raté. Et en fait, je suis du genre hyper têtu et je suis sûr qu'il y a bien un P. Donc tu gardes bien sûr ta lettre, tu gardes ton mot, pardon, moi je garde cette lettre. Et tu penses maintenant, s'il te plaît, à la seconde lettre dans ta tête, comme si je pouvais t'entendre penser. Parfait, pense à la lettre suivante, parfait. Encore lettre suivante, super. Tu fais défiler dans ta tête, doucement quand même, toutes les lettres une par une, comme si je pouvais t'entendre penser. Ok, et dernière, parfait. Messieurs, dames, je repose mon feutre, je repose l'ardoise et je vous pose une question à tous. Qu'est-ce qui serait le plus incroyable? Ce serait que sur cette ardoise, j'ai écrit le mot choisi par Bob, ou alors que dans cette mallette, qui est ici depuis le début, il y ait son mot à l'intérieur. Qu'est-ce qui serait le plus dingue? L'ardoise ou la mallette? La mallette? Alors, je vous rappelle que pour l'instant, on ne sait toujours pas quel mot Bob a choisi. Et pourtant, depuis le tout début du spectacle, à l'intérieur de cette mallette, il y a bien votre mot, puisqu'on a, messieurs, dames, le dictionnaire. Donc forcément, le mot est dedans. Et forcément dedans. Je suis un peu déçu de la chute. Eh ben, je vais vous montrer ce que j'avais mis sur l'ardoise. J'avais mis P 1673 C2L17, ce qui pourrait vouloir dire page 1673, colonne 2, ligne 17 du dictionnaire de la langue française. Alors, dites pas non, j'ai encore rien fait là. On va le faire avec Cécile. Cécile, est-ce que tu confirmes qu'on est bien page 1004, 1005, 1007, 1673? Tu confirmes? Tu confirmes que la colonne 2, elle est ici? Et si on va au 17e mot, bouge pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, qui est tout simplement le dernier. Je te laisse poser le doigt dessus, ne dis rien pour l'instant. Bob, tout repose sur toi. Est-ce que pour la... Sûrement. Merci. Est-ce que tu pourrais, pour la toute première fois, nous dire à quel mot tu penses? Responsabilité. Est-ce que tu confirmes? Responsabilité. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, messieurs, dames, tous les bouquins que j'ai prêtés seront ramenés ici. Ils resteront à l'examen. L'annuaire également reste à l'examen. Les ardoises restent à l'examen. Et bien évidemment, je reste à l'examen. Merci beaucoup. Et je vous demande d'applaudir tout de suite, s'il vous plaît, je te laisse prendre ta place. Merci infiniment. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce soir. Je suis ravi. Alors oui, petite parenthèse, il fait le malin, monsieur Sapin. Alors, ça raconte et tout. Alors évidemment, c'est pas ça. Je fais juste une petite parenthèse, parce que des fois, on me pose la question. Ça n'a pas fonctionné avec monsieur Sapin. C'est pas de sa faute, hein, c'est de la mienne. Il y a rien de... C'est pas une science très exacte. Mais juste, tu nous promets que tu n'as jamais pensé à vide. Toi, tu n'as pensé que à Sapin. Et bien, ce qu'il faut retenir de cette erreur, c'est que parfois, on pense qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, peut-être que c'est juste une histoire de point de vue. Parce qu'en fait, vide, si tu le regardes différemment, ça fait Sapin. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, au risque de vous énerver, je ne vous quitte pas comme ça. Tout à l'heure, pendant le cocktail, je passerai de petit groupe en petit groupe avec d'autres tours, des tours de magie, des tours de mentalisme. Donc, je vous suis tout au long de la soirée. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure. Merci, messieurs, dames. Merci. On va prendre juste 2 minutes pour réinstaller le PC et la table correctement. Merci beaucoup. L'essentiel, la vie. Merci beaucoup.
Je te rends le tien. Ça va? Je sens que ça vous a vraiment perturbé. On va essayer de retrouver un tout petit peu de calme. On va pouvoir attaquer les conférences. Vous allez être tout aussi impressionnés d'ailleurs. Alors ils vont peut-être pas vous mentaliser, mais je suis sûre qu'ils vont apprendre plein de choses. Et on va commencer tout de suite. Alors juste un petit détail, comme il y a le coup d'envoi à 20h45, pour que les conférences se passent dans de bonnes conditions, on ne va pas faire de questions-réponses. On vous a mis des stylos à disposition. Au dos de la petite feuille qui vous servira pour la deuxième conférence, vous pouvez noter vos questions si vous en avez. Et vous pourrez ensuite poser vos questions aux speakers qui seront disponibles pendant le cocktail. Et du coup, ce sera encore plus sympa parce que vous pourrez même boire une bière avec eux. Et pour ce premier talk, je vais appeler Baptiste, qui est ingénieur développeur, full stack, Java, Angular. C'est faire plein de choses, quoi. Incroyable. Bon, il est dev web. On l'accueille tout de suite. Il est à l'agence de Lyon. Et on va vous parler de mob programming. Vous êtes si nombreux. Alors désolé, je ne vais pas faire de spectacle de mentalisme ni d'acrobatie. Ce sera peut-être moins cool. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui du mob programming. Donc le mob programming, c'est une technique de développement, une méthode de travail qui va vous permettre de travailler à plusieurs. Donc on va démystifier le fait qu'un développeur peut très bien travailler tout seul, mais qui peut très bien aussi travailler avec ses semblables. Ça marche pas? Petit problème. Ça marche? Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, moi, je ne suis pas de Lyon, désolé. Je suis originaire de l'Or de la France, Arras, près de Lens. Donc, je pars déjà avec un handicap, désolé. Donc, j'ai travaillé 3 ans pour une grande enseigne de bricolage de développement de système encaissement. Donc, si un jour vous passez, vous achetez de la peinture ou du carrelage, pensez à moi, j'ai dû passer par là pour développer le système. Et après, je suis arrivé à Lyon en 2018, recruté par Serge Pontier himself. Et j'ai travaillé pour un client des télécommunications pendant 2 ans. Donc j'ai fait de l'Angular et du Java, plein de trucs. Et je fais à peu près la même chose aujourd'hui pour un autre client, mais je n'ai pas le droit de le dire, du coup je vais rien dire. Alors je vais parler du mob programming, donc de quoi on va parler. Donc je vais d'abord vous dire en quoi ça consiste le mob programming. Après on verra en quelle situation j'ai pu le pratiquer. Après on verra donc les avantages de cette méthode. Et ensuite on verra les prérequis et les limites. Après, on parlera de comment on peut être productif en travaillant à plusieurs. Et enfin, je conclurai. Ok, donc au commencement de la programmation, il n'y avait qu'un seul développeur qui travaillait tout seul. Donc la plupart des développeurs qui sont ici travaillent tout seuls, toute la journée souvent. Et donc le développeur arrive le matin, il prend sa tâche, il développe et il rentre chez lui, il est content. Parfois, il peut arriver qu'on puisse travailler à 2. Donc là, on appelle ça le pair programming. Donc qui est déjà dans la salle à pratiquer le pair programming? Lève la main. Okay. Donc on peut pratiquer le pair programming à plusieurs échelles, par exemple pour monter en compétence sur un sujet, ou pour débloquer un problème, pour aller plus vite, pour faire les choses mieux. Ça nous permet d'enchaîner sur le mob programming. Donc le mob programming, c'est quoi? C'est au moins 3 développeurs qui travaillent ensemble, donc 3 ou plus, et il y a plusieurs rôles. Donc on a le rôle de driver. Donc le driver, c'est la personne qui va piloter le mob, c'est la personne qui va écrire au clavier le code. Donc, si on suit bien les règles, le driver n'a pas le droit de penser, il n'a pas le droit de proposer ses idées, il est juste là pour écrire du code en fait. Et il est secondé par ses navigateurs, donc ces navigateurs vont lui dire quoi faire. Ils vont transmettre ses idées en code, et le driver va écrire ça. Donc je vous vois arriver, les chefs de projet, les product owners. Le mob programming, c'est pas Michel qui écrit au clavier et Jacqueline qui est sur Instagram et les autres qui boivent le café. Les rôles tournent toutes les 5 ou 10 ou 15 minutes, en fonction du choix que vous faites. Donc toutes les 15 minutes, le driver devient navigateur. Et le navigateur peut rester navigateur et à partir d'un moment devenir driver. On peut aussi inviter d'autres personnes au mob. Donc par exemple, on peut inviter un testeur, on peut inviter un expert dans un domaine qui puisse apporter et confronter ses idées au groupe. Donc ok, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue, donc une assez grande expérience plutôt. Donc j'ai pratiqué le mob pendant environ 1 an et demi, 2 ans. Donc comme j'ai dit au début, c'était pour un client des télécommunications. Donc on devait développer une application, en gros, qui consistait à application uniquement interne, donc de changer son téléphone, de commander du matériel, de consulter des fiches d'assistance. Il y avait aussi une autre application qui servait aux acteurs de traitement qui pouvaient valider ces demandes et faire tout le workflow associé. Donc ça, c'est pas très important.
Notre base de dev, c'était en Angular pour le front, en Spring Boot pour le back. On avait une base de données en SQL avec Postgre. Et pour le reste, on appelait des API pour passer par des acteurs externes, pour avoir des informations sur les collaborateurs, toutes sortes de choses. On travaillait en sprint, chose importante. Donc toutes les 3 semaines, on mettait dans un bac à sable ce qu'on allait faire pendant 3 semaines. On s'engageait à faire ça. Et en théorie, à la fin de chaque sprint, on avait tout fait. Ça, c'est la théorie. Donc il y avait 2 équipes. Une équipe qui était à Lyon, il y avait environ 3 ou 4 développeurs. Il y avait le leader technique qui était aussi à Lyon, pardon. Il y avait le product owner qui était là, d'autres experts métiers qui l'accompagnaient, la responsable solution, etc., etc. Il y avait à peu près la même équipe à Paris, donc 2 ou 3 développeurs, le product owner, les experts métiers, et aussi les testeurs QA, donc c'est les personnes qui testaient les choses qu'on développait pour nous dire si ça marche ou ça marche pas. Ok. Donc l'équipe était assez hétérogène, donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience, des gens qui en avaient peut-être un peu moins. Donc moi, pour ma part, quand j'avais démarré sur le projet, j'étais un peu stressé en disant j'ai pas trop fait d'Angular, j'ai pas trop fait de Spring Boot, etc. J'étais un peu comme ça. Et donc voilà, donc il y avait des gens qui avaient à peu près 5 ou 6 ans d'expérience. Il y avait des gens comme moi qui avaient genre moins de 6 mois d'expérience. Donc voilà, ça fait un sacré melting pot. Je suppose que les équipes qui constituent le développement, c'est toujours comme ça. On avait un sprint board pour suivre nos tâches. Donc en gros, on avait notre sprint board avec les tâches qui étaient à faire, les tâches qui étaient en cours, les tâches qui étaient à valider, les tâches qui étaient en cours de test. On avait aussi deux modes de test. Il y avait le testeur QA qui testait. Après, il y avait aussi le PO qui retestait, donc il y avait plein de choses. Ça pouvait revenir. Ça prenait pas mal de temps. Et enfin, la dernière colonne, c'était les tâches qui étaient terminées. Aussi, on est parti bien en tête, c'est que chaque dev qu'on faisait, en fait, il y a au moins 2 ou 3 devs qui allaient relire le code. Donc en gros, dès qu'un développeur terminait une tâche, il ouvrait une pull request et ses congénères relisaient son code, se mettaient à sa place et lui disaient c'est bien ou c'est pas bien. Donc généralement, on avait des assez grosses features, donc par exemple avec beaucoup de fichiers qui étaient changés. La lecture prend du temps, les retours prennent aussi du temps. Et donc la correction de tout ça et tout le cycle prend beaucoup de temps. Aussi, le némésis des développeurs, c'est la gestion des conflits. Donc 2 personnes qui travaillent sur le même fichier peuvent avoir des problèmes. Imaginons en fin de sprint, il y a Michel qui a travaillé sur le fichier A, il y a Jacqueline qui a travaillé sur le fichier A aussi. Michel valide sa pull request, Jacqueline se rebase dessus, elle a plein de conflits, ça lui prend du temps de le régler, et parfois elle peut casser le dev. Donc ça prend du temps aussi de faire ça. Aussi, on a le syndrome de la nouvelle tâche, c'est qu'à la fin de chaque sprint, vu qu'on s'était engagé à faire des trucs, on se disait ok, on va pas bâcler les tâches, mais on va les finir le plus rapidement possible pour enchaîner sur la suite. Donc en fait, sans s'en rendre compte, on a introduit de la dette technique dans notre solution. Et donc plus tard, ça peut nous revenir en pleine tête en disant il faut faire du refactoring, il faut changer de librairie. Et donc c'est aussi en gros une perte de productivité. Donc nous, c'est un peu remis en question. À chaque fin de sprint, on bâclait entre guillemets nos features. On avait pas mal de conflits. On avait aussi des personnes qui manquaient d'expérience, donc c'était assez dur de monter en compétences. Donc sans s'en rendre compte, en fait, on a fini par faire pas mal de pair programming et pas mal aussi donc, de bosser à plus 3 ou 4 personnes. Pas encore du mob programming, on ne respectait pas encore les règles. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, les locaux de ce client-là étaient super bien faits. On avait des grandes salles avec des grandes télés, on pouvait se mettre dans une bulle, donc les conditions étaient assez bien. Et en fait, sans se rendre compte, à force, on a fini par travailler à 3 ou à 4, beaucoup de fois. Donc on faisait des après-midi de mob programming. Et donc le leader technique qui avait déjà travaillé sur cette méthode de programmation nous a dit on pourrait faire le mob programming, donc ce que je vous ai dit plus tôt. Il y aurait un driver, un navigateur et d'autres personnes qui en tourneraient les rôles, donc dans les vraies règles. Donc je ne connais pas ces personnes que j'affiche là. Donc on a décidé en gros de passer en full mob programming, c'est-à-dire qu'on a proposé aux clients qui étaient assez ouverts sur 2 sprints, de dire ok, on s'engage sur 2 sprints à développer toutes nos tâches en mob programming. Donc on s'est dit on arrive le matin à 9h15, on fait le daily stand-up, on se met dans une salle et on développe. Ok, donc le client était un peu en mode ouais je suis pas très chaud, comment vous allez faire pour faire 5 tâches, une tâche à 5 en même temps plutôt que 5 tâches séparées. On lui a dit faites-nous confiance, on va voir ce qui se passe. Et donc le premier sprint, on était un peu rouillé parce qu'on n'avait pas encore pratiqué tout le temps. Du coup, on s'est engagé sur un sprint, on n'a pas terminé toutes les tâches. Et donc le client nous a donné une deuxième chance. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au sprint numéro 2, on a respecté nos points de complexité habituels et on a fait autant de choses qu'on a fait que si on l'avait fait chacun de notre côté.
Du coup, il s'est dit, bah ok, c'est cool de faire du mob programming, mais vous en faites autant. Autant de choses que si vous avez fait tout seul. Et donc on lui a dit, bah non, on n'a pas tiré le maximum de l'équipe, on en a tiré le meilleur. En gros, on a mieux travaillé ensemble, on est tous montés en compétences, on a amélioré la qualité de notre solution, sans se rendre compte, c'est plus un investissement à long terme. Ça, j'en parlerai après. On a eu un petit problème, c'est qu'on s'est mangé le confinement de mars 2020 d'un coup. Donc du matin au soir, on s'est retrouvés tous chez nous, en disant, bah mince alors, on est obligé de rester chez nous, on ne peut pas faire de mob programming vu qu'on ne peut pas se réunir. On s'est dit, c'est pas grave, on s'en fout, on va continuer. Donc on a un peu changé les règles. Donc on a fait en gros du partage d'écran, entre guillemets. Donc il y avait une personne qui partageait son écran, c'était le big screen. Et en gros elle partageait son écran, et quand on faisait les changements de rôle, en gros on faisait du partage d'écran, et la personne prenait les commandes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des problèmes de connexion. Au début du confinement, je sais qu'il y avait pas mal de problèmes de connexion dans les grosses boîtes. Donc le partage d'écran, c'était un peu frustrant parce que ça ramait, ça laguait, c'était un peu chiant, entre guillemets. Du coup, on a encore changé les règles. On a dit que le driver resterait driver pendant 2 heures. Donc en gros, pendant 2 heures, il taperait du code sur son PC, et le navigateur lui dirait quoi faire. Et après, on changerait de PC, il pouvait la branche sur son poste, etc., etc. Et donc ça a plutôt bien marché. Donc on a fait ça pendant le confinement, pendant 2 mois. Après le confinement, on était aussi encore en télétravail, on a continué à faire cette méthode-là aussi. Et après, on était très contents de se retrouver donc dans les locaux quand le confinement était terminé. Ok ? Donc je vais passer aux bénéfices de la méthode. Vous me dites c'est bien de faire autant de choses à plusieurs que chacun de son côté. Mais il y a pas mal d'à côté qui sautent pas aux yeux tout de suite. Donc là, on a un petit... ça provient du livre Clean Code pour ceux qui l'ont lu. Et en gros, ça dit, quand on lit du code, on se rend compte qu'il est bon ou mauvais en disant combien de fois on dit what the fuck devant. Donc là, on se rendait compte que si on compilait le meilleur de l'équipe en même temps, en fait, en donnant chacun le meilleur, le code était forcément plus fiable, plus soluble. On introduisait moins de bugs et moins de decks techniques. Parce qu'il y avait toujours l'expert développeur qui disait « faut pas faire comme ça ». Tout le monde écoutait, tout le monde confrontait ses idées. Donc forcément, sans vous en rendre compte, vous faites forcément du meilleur code. Deuxième chose très importante, c'est la montée en compétences. Moi, je suis arrivé au projet, j'étais pas très fort en Angular. Et en 1 mois, 2 mois, je suis devenu un crack, entre guillemets. Non, je déconne. J'ai plus appris en 1 mois que j'aurais appris en 6 mois tout seul. Donc le développeur qui travaille tout seul, il travaille tout seul, il va sur Stack Overflow très souvent, il tape sur Google comment déclarer une variable, etc. Donc là, il n'y a pas trop de Google entre développeurs parce que chacun partage son expérience, chacun partage ce qu'il a fait, et on apprend beaucoup plus vite des autres que tout seul. Donc ça, forcément, c'est sûr. La prise de décision aussi. Si vous êtes toujours tous ensemble, vous allez faire moins de réunions, vous allez moins faire de blabla, entre guillemets, moins de réunionites, et vous allez prendre des décisions d'architecture assez rapidement. On peut aussi voir ça du côté du client ou d'autres personnes de l'équipe. Si par exemple le product owner a rédigé une user story en disant on devrait faire ça, si vous êtes en mode programming, vous allez avoir plus de poids pour lui faire changer d'avis en lui disant il ne faut pas faire ça, c'est pas très bien, il faudrait faire autrement. Donc on parle de la prise de décision est renforcée par le mob vu qu'on est côté équipe. Là, l'effet tunnel, donc si vous êtes en mode programming, il y aura moins d'effets tunnel que tout seul. Donc je sais que chacun d'entre vous qui développe a déjà commencé un dev, l'a terminé en étant convaincu que ça répondait aux besoins et finalement il s'est rendu compte que pas du tout. Si vous êtes en équipe ou en mode programming, il n'y aura pas beaucoup d'effets tunnel, il y aura toujours quelqu'un qui va remettre dans le bon chemin avant de vous écarter de ce chemin. Au début, je vous parlais des merge requests en disant que ça prenait du temps. Donc là, si vous travaillez tous ensemble sur votre code en même temps, il n'y a pas de merge request parce que le code vient de vous. Donc en gros, les merge requests, les retours, la correction, ça n'existe plus. Donc vous gagnez énormément de temps, énormément de productivité. Ça, j'aime bien cette partie, c'est l'équipe, elle devient très forte en fait. Il y a une sécurité qui s'installe entre vous et vous montez tous en compétences. Il n'y a pas d'expert front, il n'y a pas d'expert back, il n'y a pas d'expert café, pas d'expert photocopie. Tout le monde travaille sur le même sujet de l'équipe et si par exemple quelqu'un est malade, quelqu'un attrape le Covid, quelqu'un lui arrive un truc, il y aura toujours une personne qui pourra prendre le relais parce qu'elle aura forcément travaillé sur ce truc-là. Donc ça, c'est une chose très importante aussi. Aussi, j'en parlais qu'il y avait des experts et des juniors, donc par exemple, il peut y avoir parfois un effet de hiérarchie dans l'équipe en disant « ouais, l'expert développeur, il a toujours raison ». Si vous êtes en mode programming, il y aura toujours des idées qui vont être confrontées en fait. Le junior pourra dire « ok, on ferait comme ça ». Et comme je dit tout à l'heure, le driver qui n'a pas le droit de donner ses idées, ça peut parfois être l'expert. Donc parfois, il peut aussi agréger les idées des autres. Et il est toujours mieux d'avoir une seule idée toujours mieux d'avoir plusieurs idées qu'une seule. Pardon.
Donc en résumé, il y a beaucoup de qualités à cette méthode, hein. Donc votre solution va être plus fiable, vous allez faire du bon code, tout le monde va être très très fort dans tous les domaines, vous allez avoir un effet d'équipe très très fort, vous allez vous sentir fort entre vous, pas d'effet tunnel, et pas de hiérarchie entre développeurs, donc c'est cool. Quelques trucs qui peuvent poser problème. Le prérequis numéro 1 du mob programming, que si vous mettez des développeurs qui ne s'entendent pas du tout entre eux, ça va pas trop marcher. Alors, ça va être dramatique en fait. Parce que si vous mettez des gens qui ne s'entendent pas et que quelqu'un propose l'idée, et là je lui dis non, j'ai pas envie de faire comme ça, c'est dramatique, ça peut pas marcher. Donc pour que ça marche, il faut que l'équipe s'entende très bien, c'est super important. La bienveillance, on met son ego de côté, le code que vous faites n'est pas forcément meilleur que le code du voisin. Écoutez ce que le voisin a à vous dire. Une chose aussi très importante, c'est le confort. Vous ne pouvez pas faire du mob programming dans l'open space au milieu de tout le monde qui passe, avec le bruit, etc. Donc nous, on avait de la chance d'avoir des grandes salles de réunion avec des grands écrans LCD. Du coup, c'est mieux de lire du code sur des écrans LCD que sur un rétroprojecteur, par exemple. Du coup, on se mettait dans notre bulle, on avait des bureaux, le grand écran Sony de 55 pouces, et c'était vraiment super confort. La complexité des sujets aussi. Si vous avez des sujets dans votre projet qui sont très simples, par exemple faire du CSS pour changer la couleur d'une page, ou une tâche qui est simple, en fait, qui prendrait pas, ça ne vaudrait pas le coup de le faire en mode programming. En fait. Si vous avez des sujets qui sont complexes, de l'architecture, un long dev avec du back, du front, plein de choses à faire, implémenter une nouvelle librairie, le mob, ça s'articule très bien pour ça. Donc nous, dans notre projet, dès qu'on avait des sujets assez simples, en fait, c'est une personne qui s'en occupait tout seul. Elle sortait du mob, elle faisait sa merge request, etc. Et une merge request, c'est un sujet simple, il n'y a pas trop de retours généralement. Donc ça se passait bien, ça passait crème, entre guillemets. Aussi, respectez la méthode. Si vous faites du mob programming, changez de rôle toutes les 15 minutes, faites des pauses, écoutez les idées des autres. Le driver n'a pas le droit de parler, enfin, il peut parler, mais il ne peut pas donner ses idées. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va être le chaos et vous n'allez pas respecter la méthode et vous ne sentirez pas les meilleurs bénéfices qu'elle peut vous offrir. Donc respectez la méthode. Une autre limite, c'est l'isolement. Si jamais vous décidez de faire des sessions de mob programming dans votre team va disparaître en gros de l'open space et les gens ils vont dire où est-ce qu'ils sont passés. Donc faites attention à ça, l'isolement c'est très important. Il y a toujours quelqu'un qui a une question pour vous, une urgence qui peut arriver, un expert qui peut vous demander un avis sur autre chose. Donc faites attention à ça et soyez vigilants si vous le pratiquez. Un truc aussi important, c'est la fatigue, parce que si vous faites du mob programming toute la journée, c'est comme si, bon j'abuse un peu, vous étiez en réunion toute la journée. C'est pas vrai. Donc la fatigue c'est très important. Faites beaucoup de pauses, faites une pause toutes les heures 30, afin d'être concentré tout le temps en fait. Donc nous, au début, on a commencé à pratiquer à 100%, c'était quand même assez fatigant, on a fini par s'habituer, parce qu'on faisait des pauses toutes les 1h, 1h30. En fait, on s'est rendu compte qu'on travaillait autant en travaillant moins, en fait. C'est un peu une petite balance. Donc il y a moins de prérequis limites que d'avantages, en fait. Hein. Donc il faut être bienveillant entre les gens de l'équipe. Le confort de travail, c'est super important. Ça, je mettrai aujourd'hui le mettre en premier, en fait. Si vous n'avez pas de télé, pas de bureau, pas de chaise, etc., c'est compliqué. Respectez les règles de la méthode. Faites attention à l'isolement de l'équipe et attention à la fatigue, parce que des gens pas concentrés, ben, vous n'allez pas faire grand-chose. Et donc vous posez toute la question, ben, c'est comment on est productif en faisant ce truc-là, en fait. Donc comment 5 personnes en faisant une tâche peuvent aller aussi vite que 5 personnes qui font 5 tâches. Donc là, je vous présente l'équipe rêvée de chaque client, un expert Angular, front, un expert Docker qui va mettre en production, un expert back-end qui va faire tous les devs back-end, un testeur, etc. Tout ce que vous voulez, en fait. Et donc le risque de ça, c'est que votre bus factor risk, entre guillemets, il est très élevé. Si une personne disparaît de l'équipe, par exemple l'expert front prend des vacances de 2 semaines, c'est pas parce qu'il prend des vacances de 2 semaines que vous n'allez pas faire de dev front, en fait, ça marche pas comme ça. Avec le mode programming, il n'y a pas d'expert. En gros, chacun n'est pas expert dans son Chacun n'est pas expert dans son domaine, et donc il y aura moins de risques que votre équipe éclate si des gens s'absentent, en fait. On parle de ça. J'en ai parlé beaucoup. C'est quand vous travaillez en équipe, vous mettez toujours le meilleur de vous-même dans votre code. Donc si vous mettez le meilleur de vous-même, votre solution va être robuste, vous allez faire du bon travail. Quand vous développez tout seul, bien sûr, vous pouvez faire aussi du bon code, mais tout le monde fait du mauvais code parce qu'il n'a pas bien dormi, parce qu'il est pressé, parce qu'il doit finir vite, ça peut arriver. Donc en gros, le but du mob programming, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de tirer le meilleur de votre équipe, et pas forcément le maximum, très important. Donc là, pour le stand-up, en fait, j'en ai parlé, c'est que si vous faites du mob programming, vous faites le stand-up le lendemain, vous vous réunissez, vous dites bah, qu'est-ce qu'on a fait hier, bah, on était ensemble, du coup vous dites rien en fait. Du coup il n'y a pas de stand-up entre développeurs
Dans notre projet, on ne faisait pas ça. En fait, on avait invité les gens de l'équipe, les experts, les product owners à venir, et on parlait des sujets qui étaient brûlants ou pas. Donc on avait fait évoluer notre stand-up. Comment on fait pour la gestion de la priorité si vous faites du mob programming? Imaginons que vous avez décidé de faire une session de mob programming le mercredi, et le chef de projet vous dit il y a une méga urgence sur la production, il faut intervenir tout de suite. C'est super simple, vous sortez quelqu'un du mob, quelqu'un s'en occupe, il part pendant 3 ou 4 heures gérer cette priorité, et après il va dans le mob, il va avoir moins de mal à se remettre dans le sujet que s'il travaillait tout seul sur un truc. Je suis sûr que vous avez déjà travaillé sur un développement, vous appelez en production en disant il y a un problème, c'est difficile après de se remettre dans ce qu'on faisait. Si vous êtes du mob programming, vous réintégrez le groupe et ça sera plus facile de vous remettre dedans, entre guillemets. Alors, un outil super important si vous décidez de faire du mob programming, ça s'appelle Mobster. Donc Mobster, ça vous permet en gros de programmer les gens qui participent au mob. Donc vous mettez le nom des personnes qui sont présentes. Vous pouvez dire combien de cycles vous allez faire. Par exemple, on va faire 10 cycles de 10 minutes, ça fera 100 minutes de travail. Et après, vous faites une pause de 10 ou 15 minutes. Et en gros, chaque fois que le cycle tourne, l'application revient en premier plan. Et ça vous impose en gros de changer de driver. Alors, je vais essayer de conclure en vous disant, je vous ai bien vendu le mob programming, est-ce que c'est la solution miracle à tous les problèmes? Est-ce que toutes les équipes devraient faire du mob programming? Pas vraiment. Dans notre projet où il y avait des gens qui étaient assez hétérogènes, on avait du bon matos, du bon setup. En fait, toutes les planètes étaient alignées pour qu'on fasse ça, en fait. Donc ça a plutôt bien marché. Si vous avez envie d'essayer ce truc, c'est de vous dire, tiens, si on se réunissait le mercredi ou le vendredi, et on fait une session de mob programming, vous pouvez faire ça. Je vous conseille d'essayer, vous allez être vachement surpris. Nous, quand on avait commencé, on était un peu circonspect en disant ouais, c'est compliqué de faire du mob programming tout le temps parce qu'on a peur de s'ennuyer, on a peur d'être fatigué, etc. Mais on s'est rendu compte que pas du tout, et en fait, on en redemandait en fait. On voulait faire du mob programming tout le temps, on voulait plus travailler tout seul. En fait. Et si dans votre projet vous avez que des sujets assez simples, donc pas trop d'architecture, pas de gros trucs à développer, le mob programming ça s'articule pas vraiment. Donc il faut réfléchir, si vous avez envie de le faire, essayez-le. Si ça ne s'articule pas vraiment sur votre projet, ne le faites pas, ça va être contre-productif. Donc si vous voulez aller plus loin dans la méthode, donc il y a un grand américain barbu chauve qui a introduit la méthode du mob programming il n'y a pas si longtemps que ça, en 2012 ou 2013, je ne sais plus. Et il a écrit en gros la bible du mob programming en disant que c'était une approche d'équipe. Si vous voulez, il y a plein d'articles sur le net qui parlent de ça, des gens qui font des retours d'expérience. D'autres choses, il y a pas mal de talks aussi sur YouTube, on a vu plein, à la Devox, il y en a plein, d'autres trucs. Ils vont dire tout ce que j'ai dit, vous n'allez pas le voir. Et voilà, merci de votre attention. Et pas de questions du coup. Du coup, si vous avez des questions, pensez bien à les noter sur vos papiers, comme ça vous pourrez aller voir Baptiste tout à l'heure et lui poser toutes vos questions, il répondra absolument à tout, il donnera toutes les astuces pour que ça fonctionne bien sur vos projets. Et on va juste faire un petit changement de PC, sans faire de bêtises. Et donc c'est Johan, qui est ingénieur logiciel à Lyon, qui va vous parler de test end-to-end. Et on va prendre juste une petite seconde pour faire le changement, parce qu'il a besoin de son matériel pour faire un peu de démo live. Donc là, vous avez des fiches qui étaient sur vos chaises, vous allez en avoir besoin. Vous pouvez les prendre dès maintenant et vous verrez avec Johan à quel moment vous allez pouvoir vous en servir. Vous allez participer, c'est un peu le Kevin Mikou du développement du coup. On va essayer de ne pas avoir la Marseillaise tout de suite, quoique. Les aléas du direct. On a testé tout à l'heure, je vous rassure, mais...
Ah, ça y est, c'est parti. J'ai pas de retour, c'est pas grave. Ok. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Johan. Du coup, voilà, moi, pareil que Baptiste, je suis à l'agence de Lyon. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Kaizen Solutions et aujourd'hui je suis spécialisé front-end, mais j'ai été full stack et j'ai fait énormément de mobile dans le passé. Du coup, aujourd'hui, moi je vais vous parler des tests end-to-end, d'une stratégie de test. Et du coup, je voulais commencer par quelques questions à main levée, du coup, qui a déjà fait du test end-to-end. Et baissez la main, du coup, ceux qui n'ont jamais fait de end-to-end web. C'était pas très clair. Qui a déjà fait du end-to-end web, en gros? Voilà. Et qui a déjà fait du Selenium? Et qui a déjà fait du Cypress? Ok. Donc voilà, le but du talk, c'est vraiment en fait une proposition de stratégie de test pour attiser la curiosité de ceux qui ne sont pas familiers avec celle-ci et que vous ensuite vous soyez curieux et que vous alliez plus loin dans le processus. On ne va pas détailler toute l'installation, etc. Ce sera un peu plus rapide. Et j'ai pas pris la bonne zapette, ça peut pas marcher. Et elle n'est pas allumée, ça peut pas marcher non plus. Et ça marche. Du coup, en premier, on verra pourquoi écrire des tests. Donc, pourquoi écrire des tests de manière générale. Hein. Et ensuite, les différents types de tests qui existent, les problèmes du end-to-end un peu d'hier, la présentation des sauveteurs pour régler tous ces soucis, et ensuite ma proposition de stratégie de test. Et ensuite, il y aura un petit atelier avec le papier qui était sur votre chaise. Donc, pourquoi écrire des tests de manière générale? Parce que tout d'abord, ça améliore la qualité de code, ça force en fait à se relire et ça force à mieux découper son code. On a plus confiance dans le code, donc ça aussi, c'est vraiment le truc majeur du test. C'est que du coup, quand on va venir faire des refactos, quand on va venir faire des mises en production, on ne va pas être là à trembler en appuyant sur le bouton, est-ce qu'il va y avoir des bugs? Et donc du coup, le code est future-proof, c'est une économie de temps à long terme parce qu'il va avoir moins de bugs, il va avoir moins de régression, du coup forcément, et il va être plus facile à débugger parce que du coup, si quelque chose casse, il y aura un test associé, donc on va savoir directement qu'est-ce qui a cassé, quel est le périmètre de ce qui a cassé. Et du coup, ça réduit le temps de livraison en production, parce que si votre stratégie de test elle est entièrement automatisée, vous pouvez livrer en production et ben, sous l'heure. Si vraiment vous êtes très bon, sous l'heure, vous livrez en production dans une confiance la plus totale un vendredi à 17h. Ça permet également d'avoir une documentation à jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Hein. Vous avez aussi du coup une documentation à jour parce qu'on verra après, mais avec Cucumber, en fait, ça permet d'avoir du code qui est exécutable et donc du coup votre code sera toujours, votre test sera toujours à jour parce que si la documentation n'est pas à jour, bah, le test forcément va pas passer. Et du coup, c'est un gain de ressources humain parce que du coup, vous allez pas avoir de recetteur à la main qui va faire 2 semaines de tâches un peu ingrates. Donc voilà pour à quoi ça sert les tests. Et on va voir les différents types de tests. Il y a la pyramide des tests que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, ici. Elle devient de plus en plus obsolète, en fait, avec tous les outils que je vais vous présenter là. En fait, ça devient de plus en plus obsolète parce que, du coup, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas, les tests unitaires sont tout en bas. Donc eux, ils coûtent pas cher et ils sont rapides à écrire. Ensuite, on a les tests d'intégration qui sont un peu à mi-chemin. Et on a les tests end-to-end qui sont chers à produire et à maintenir. Et qui sont longs à écrire aussi. Donc les tests unitaires, ça aide à l'évolution du code, donc au refactoring. Et ça teste individuellement des morceaux de l'application. Ensuite, on a les tests d'intégration qui vont venir tester plusieurs morceaux de l'application ensemble et qui, eux, vont aider à valider que ces morceaux fonctionnent ensemble.
Et ensuite, on a nos tests end-to-end. Donc, les tests end-to-end, je vais démystifier ça pour ceux qui ne sont pas techniques dans la salle. Décrochez pas tout de suite, s'il vous plaît. En fait, on va venir simuler... Oui, je veux parler. Voilà, en fait, on va venir simuler l'action utilisateur. Donc, un test end-to-end, en fait, c'est un utilisateur robot. Donc, on va venir cliquer à des endroits sur le site, on va venir saisir des choses, on va venir cliquer. Et donc, ça va représenter un workflow fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est un vrai cas métier avec des vraies données métiers. Ça aussi, c'est très important. Si vous commencez à écrire des tests end-to-end qui ne respectent pas ça, c'est que peut-être que vous ne devriez pas les écrire. Voilà, donc ça sert également de test de non-régression. Et ça sert également à tester les system dependencies, donc c'est-à-dire l'environnement de run. Donc, par exemple, la version du navigateur, l'OS, etc. Les problèmes du end-to-end, donc d'un peu d'hier, c'est que c'est lent parce que du coup on passe par l'interface et il va y avoir des animations, il va y avoir le rendering du navigateur, potentiellement des attentes actives à faire. C'est pas fiable comparé à un test unitaire, c'est-à-dire qu'un test unitaire, s'il passe pas, il passe pas, et puis s'il passe, il passe. Alors qu'un test end-to-end, il passe pas, on va le relancer, et hop, il va passer parce qu'il y a eu un timing, parce que l'ordi était plus performant. Il nécessite plus de maintenance, forcément, du coup, plus de code est impliqué, donc dès qu'on va toucher un endroit, et les tests peuvent casser. Il y a le contenu dynamique, donc là, tout en haut à droite, vous voyez le petit toast qui apparaît. Ça, c'est le genre de truc aussi où, avec les techniques d'hier, il pouvait être assez embêtant à tester, parce que du coup, il fallait venir faire une boucle en attendant que l'élément apparaisse, et puis si on ne regarde pas au bon moment, il a déjà disparu, etc. Et en fait, tout ça, ça faisait du code qui était qui pouvait devenir très complexe, notamment avec des outils comme Protractor ou Selenium. Et donc, du coup, ça faisait bien rager. Voilà, ils sont aussi compliqués à debug parce que, par exemple, si les tests run sur une intégration continue, on va pas avoir la main, ou alors nous en local il va passer, mais il passe pas sur l'intégration continue. Et là aussi, les outils que je vais présenter vont permettre de débugger plus facilement ces tests. Et ils prennent du temps à écrire, et en plus ils sont difficiles à écrire. Et oui, donc cher. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les sauveteurs, on a Cypress, on verra les présentations en détail après, mais du coup qui est un framework de test end-to-end pour le web, tout ce qui tourne dans un navigateur en tout cas. On a Playwright, qui est un petit nouveau de Microsoft, qui a vu le jour en 2020, donc qui est encore tout jeune. Et puis on a Testing Library, qui vient un peu entre les deux, qui vient permettre surtout de remplir la case des tests d'intégration. Voilà, donc Cypress 2017 pour la bêta 2018 pour la première release, Playwright 2020. Ils sont tous les deux open source, sauf que Playwright il est supporté et développé par Microsoft. Cypress c'est forcément du JS ou du TypeScript, alors que Playwright c'est du multilangage, donc on peut venir l'écrire en .NET, en JS aussi si on veut, en Java, et bien d'autres langages. Cypress, il est connu surtout pour son expérience développeur qui est excellente, notamment, on le verra pendant la démo à la fin, mais il y a des fonctionnalités de time travel qui permettent de venir débugger les tests, etc. Playwright, lui, est un peu plus complexe, mais parce qu'il est aussi plus complet. Mais il est beaucoup plus verbeux, et donc du coup, par contre, lui, il n'a aucune feature de côté. Les deux ont l'attente automatique que j'évoquais juste avant. Donc, quand vous avez des éléments dynamiques qui apparaissent, il n'y a pas besoin de venir spécifier en fait, qu'on va faire une attente active. On va juste lui dire tu trouves cet élément et puis lui il se débrouille. Cypress, il a une énorme communauté parce que du coup il est présent depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et Playwright, lui, par contre, il a une petite communauté, vu qu'il a vu le jour en 2020. Mais par contre, il est très prometteur, et moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester.
Cypress est très rapide, simple à écrire. La courbe d'apprentissage, elle est très rapide. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre un junior, bon, qui est quand même déjà fait du TypeScript, mais il ne faut vraiment pas hésiter à mettre la main à la pâte. C'est très intuitif et ça s'écrit, ça se lit très facilement. Et là, du coup, on a un peu les inconvénients de Cypress. Pas de support d'iframe, ils sont en train de travailler dessus. Pas de support de cross-origin. Donc, par exemple, pour les authentifications tierces, comme se connecter avec Google, etc., c'est compliqué à tester. C'est possible, mais c'est compliqué. Donc, ils travaillent aussi là-dessus. Et il n'y a pas de support de WebKit, donc de Safari. Là où, du coup, sur Playwright, on a tout. Et du coup, le modèle économique de Cypress, c'est Cypress Dashboard. Donc, c'est une plateforme de cloud. Pour la stratégie de test, on va découvrir Cucumber. Du coup, qui connaît Cucumber dans la salle? Ok, presque tout le monde, c'est bon, pas besoin d'expliquer, je peux aller vite. Donc voilà, là j'ai un exemple en français, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, c'est peut-être un peu petit, désolé. Mais là on a un exemple du coup que je vais lire avec vous. On a en rose tous les mots-clés que vous retrouvez normalement sur votre petit papier. Et je vous invite à bien imprimer ce test dans votre tête, parce qu'après, ça va être à vous d'en écrire un. Donc voilà, là on a fonctionnalité, la fonctionnalité globale, et ensuite on va avoir plusieurs scénarios. Ici on n'en a qu'un seul. On a connexion via la page de login, ça c'est le scénario. Et ensuite le test est articulé en 3 parties. Donc on a la partie où on va venir établir l'état de l'application. Donc étant donné que l'utilisateur n'est pas connecté et que l'utilisateur Johan a déjà accepté la RGPD, donc ça c'est la partie où on va venir dire l'existant. Ensuite, ça va être les actions. Quand l'utilisateur accède à la page de login et que l'utilisateur s'identifie, blablabla. Donc ça, c'est les actions utilisateurs. Et ensuite, les assertions. Donc, qu'est-ce qu'on vient vérifier? On vient vérifier, alors le message connexion accepté s'affiche, on est redirigé, et le nom, Johan, s'affiche dans le header. Voilà. Donc voilà, ça c'est Cucumber, c'est open source. Le langage, du coup, s'appelle du Gherkin, qui veut dire cornichon. Ils sont très drôles chez Cucumber. C'est multilangage, il est compatible avec... il est présent depuis tellement longtemps qu'il est compatible avec tout. Et si c'est pas compatible, il y a souvent des plugins communautaires pour rendre compatible Cucumber. Et là, on a un autre exemple en anglais. Mais voilà, tous les langages sont supportés, que ce soit langage... Enfin, tous les langages. Si vous allez me chercher un langage obscur du fin fond de l'Asie, je suis pas sûr qu'il soit. Mais énormément de langages sont compatibles. Et donc on va venir à la stratégie de test. On commence avec l'écriture de la story par le PO. Donc là, c'est de manière globale, hein, dans le backlog, il y a énormément de stories. Le développeur va venir prendre cette story, et quand il va la prendre, il ne va pas la commencer tout de suite. Il va avoir ce qu'on appelle un discovery meeting. Et en fait, c'est un moment d'échange entre, par exemple, le PO et le développeur, où on va challenger un peu la story. Donc le développeur va dire est-ce que moi j'ai compris qu'il fallait faire ça, est-ce que c'est bon pour toi? Et ensuite, une fois que ça du coup c'est fait, on va venir écrire le test Cucumber à 2. Donc souvent le développeur a à peu près écrit les tests, et il va lui dire là moi je pense qu'il faut tester ça, ça et ça. Et là le PO il va lui dire oui, mais pourquoi tu me testes ça? Parce que ça c'est pas vraiment inclus dans cette story, tu me le testeras plus tard. Et puis là tu as mis Toto en utilisateur, mais ça en production ça n'existe pas, donc mets-moi plutôt prescripteur 01 voilà, pour que vraiment les données soient des données métiers. Donc ça aussi c'est le PO qui décide du jeu de données. Voilà, donc suite à ça, le test Cucumber, il est rédigé. Donc le développeur réalise sa story, classique, développement, test unitaire, etc. Et ensuite, il va venir écrire le code derrière le texte en français qu'on a vu tout à l'heure. Le test, si on a des bons DevOps, il est exécuté de manière automatique sur l'intégration continue. Et il passe, bien entendu. Et là, le PO, enfin le fonctionnel, selon les équipes, va venir valider la story fonctionnellement de lui-même et aussi vérifier les tests. Et puis du coup, on verra après, mais le PO peut ensuite écrire ses propres tests qui seront exécutables directement. Et du coup, ensuite, livraison. Hein.
Et on a une version alternative où vous avez un super PO et le PO il vient directement pousser les cucumbers sur votre branche. Mais pour ça, il faut un PO qui a un peu des compétences en Git, qui a une machine, un environnement installé. Mais du coup, une fois que les phrases que vous avez, une fois que les phrases existent et que vous avez développé le code qui est derrière, et ben en fait le PO il peut venir écrire un nouveau test en assemblant toutes ces phrases déjà existantes et il peut produire plein de nouveaux tests tout seul. Donc là, on va passer à la démo. Et c'est vrai que moi, la démo, je ne l'avais pas fait avec un micro dans la main, ça n'a pas été évident. Alors... on n'est pas aussi intime à Baptiste. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ça. Donc voilà, donc là, on va venir écrire, on va déjà venir créer un... Ah oui, déjà, il faut que je présente... alors, attendez, parce que là, entre les deux écrans, j'ai pas le retour en haut. En plus, il s'est éteint. Clac, clac, clac. Voilà. Donc, pour ceux qui font du Angular, vous devez peut-être connaître, c'est l'application tutoriel sur le site d'Angular. Et donc, elle est un peu customisée avec des prénoms que vous reconnaîtrez pour certains. Donc, on a un dashboard avec plusieurs héros. On a une recherche. Merci. On a du coup une recherche et il m'entend bien? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. On a une recherche, on a le dashboard et ensuite on a une liste de héros où on peut venir les supprimer. Et là, si on clique sur un héros, eh ben, on peut venir modifier son nom, sauvegarder et revenir en arrière. Donc ça, c'est l'application qu'on va tester. Et du coup, la story qu'on va venir tester, je vais vous l'afficher tout de suite. Hop. Donc ça, c'est la story. Donc édition d'un héros. Donc on va venir faire la story. Enfin, on vient de faire la story d'édition. Donc on va voilà, coder le bouton sauvegarder. Donc en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir enregistrer lors de l'édition d'un héros afin que mes changements persistent. Les critères d'acceptance, le bouton enregistrer est cliquable. Une fois que l'enregistrement est effectué, que le bouton est cliqué, l'utilisateur est redirigé vers la liste des héros. La liste des héros doit contenir le changement et si la page est rafraîchie, eh ben, les changements persistent. Donc, avec tout ça, eh ben, c'est à vous d'écrire le test avec la petite fiche que vous avez. Donc voilà, tous ces mots-clés. Donc si vous vous souvenez bien des trois parties, normalement on commence avec la partie où on vient initialiser l'état de l'application. Et donc là, du coup, c'est à vous. Il faut que vous me disiez par quel mot on commence et par quelle phrase. Vous battez pas, hein. Quelqu'un viendra vous apporter un micro, sinon si j'entends d'ici. Vraiment, il n'y a vraiment pas d'erreur possible. C'est vraiment accessible à tout le monde, même ceux qui ne font pas de développement. Donc là, en gros, on doit venir définir sur cette application les données. Fonctionnalité tout à fait devant. Donc là, on va venir écrire, on va venir déjà créer le fichier. Pour ça, je vais juste faire en sorte que vous puissiez y voir quelque chose. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais venir créer un nouveau fichier qu'on va appeler du coup, par exemple, save.feature. Voilà. Et effectivement, on va commencer avec fonctionnalité. Et méthode complète. Ah oui, parce qu'en fait, il faut que d'abord on spécifie le langage. Et effectivement, nous, on est en français. Oui, s'il te plaît. Merci. J'aurais dû prendre le micro de Kevin, là, il était cool. Du coup, on va venir effectivement mettre le langage en premier. Voilà, il faut définir le langage. Et une fois que j'ai mis le langage, normalement, mon IDE devrait m'auto-compléter. Voilà, fonctionnalité. Donc là, quelle est la fonctionnalité sauvegarder un héros. Okay. Et ensuite, du coup, trop tard maintenant, là je t'ai loqué, tu vas répondre à toutes mes questions. Après, qu'est-ce qu'on a... De quoi on a besoin après?
Scénario, tout à fait. Donc on va venir mettre le scénario. Du coup, quel serait le scénario du coup dans la sauvegarde? Et c'est là où peut-être on a fait une erreur. En fait, c'était potentiellement en fait, c'est plutôt l'édition d'un héros en fait, la fonctionnalité. Et en fait, le scénario, ça va être la sauvegarde. Et le scénario, la sauvegarde. Je vois absolument pas me sauver ça. Super. La sauvegarde. Ok. Et donc là, effectivement, on va venir set les données de l'application. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quelle phrase? Quand, alors j'ai entendu un quand sur ma gauche. Quand, c'est pour les actions utilisateurs. Donc là, si l'utilisateur il commence à interagir avec cette application, et ben en fait, si on n'a pas défini les données, et ben quand il fait rien du tout. Non, regarde. Étant donné que, tout à fait, tout le monde peut, hein, vraiment. On est fiers parce que Morgane, elle fait partie de l'équipe RH. Voilà. Donc voilà, étant donné que quoi, par contre? Parce que c'est bien marrant le étant donné que, mais qu'est-ce qu'on écrit derrière? Ah mais il est trop tard maintenant, il faut que tu répondes. Hein. Il y a eu de la triche. Donc qu'est-ce qu'il faut définir comme données? Jette pas là. Un nouveau? Marine? Oui, mais quoi Marine? Étant donné que je clique sur Marine. Et ben en fait, le problème, c'est que je ne peux pas cliquer sur Marine parce qu'elle n'existe pas si on n'a pas défini les données. Donc là, je vais vous aider. En fait, c'est étant donné que les héros suivants existent. En fait, tout simplement. Et perdu. Voilà, en fait, il faut venir définir l'état de l'application, parce que du coup, une fois qu'on clique sur notre héros, qu'on fait l'édition, etc., comment on vérifie qu'il y a eu bien nos changements. Par contre, après, effectivement, vous aviez raison, c'était bien quand. Non, mais alors quand quoi, du coup? Quand on clique sur Marine. Alors, quand on clique sur Marine, vous m'avez dit. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors alors là, du coup, tu vérifies avant d'avoir édité, toi. Ouais, mais alors là, du coup, vu que tu testes l'édition, tu vas pas tester que tu passes sur l'autre page, tu vois. Enfin, tu testes la sauvegarde, là. Et que, ouais, ça fonctionne. Je trouve plus ma souris. Et du coup, et que quoi? Je vais vous aider, sinon on va être en retard. Et que on change le nom du héros avec Marine avec une faute d'orthographe. Et on enregistre, bien sûr. Et du coup, c'est là où on va venir utiliser le alors que tu me disais tout à l'heure. C'est alors la liste des héros change. Alors, elle change avec quoi? Donc, elle se met à jour avec le nouveau nom. Mais comment tu le testes, ça? Tu vérifies quoi sur la page? Tu reçois un nouvel événement de notification. Non, en fait, tout simplement, quand on a vu dans la story, tu es redirigé vers le dashboard. Donc, tu as accès à la liste du départ. Ouais. On contient les héros suivants. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, en fait, on aurait pu dire, du coup, Marine, maintenant, il y a 2 E. Mais en fait, si on avait fait ça, on n'aurait pas vérifié la liste entière. Donc, si on venait changer notre jeu de données par la suite, notre test, il aurait pu échouer. Et voilà, vous avez écrit votre premier test. Enfin, vous.
vous avez écrit votre premier test. Et du coup, là, c'est une correction. Donc, il y a plein de possibilités, hein, mais moi, ça, c'était ma version. Donc, déjà, on voit que moi, j'ai utilisé la troisième personne. Vous avez plutôt dit « on » ou alors « je » des fois. Voilà, c'est recommandé d'utiliser effectivement la troisième personne parce que ça peut changer d'utilisateur en plein milieu du test. Et sinon, c'était plutôt pas trop mal hein, comparé aux répétitions que j'avais pu faire. Et donc maintenant, je vais vous présenter rapidement, parce que j'ai plus énormément de temps, je vais vous présenter rapidement Cypress. Oui. J'ai mal au bras. Change de bras. Alors, je vais juste venir désactiver ça. Voilà. Et je vais venir en fait faire un Cypress Open. Donc ça, c'est ce qui permet d'ouvrir nos tests Cypress. Donc là, en fait, j'ai juste fait Cypress Open et ça m'ouvre l'interface de Cypress, qui est un peu son point fort. Donc là, on voit la liste entière des tests que j'ai pu écrire. Comme par magie, il y a du code qui a été écrit derrière le français qu'on vient d'écrire. Hein. Moi, je l'ai écrit dans mon coin. Donc voilà, ça c'est le code. Donc on voit quand même qu'il y a très peu de lignes et ça se lit quand même assez facilement. Donc là, par exemple, contains save.click. Bon, on comprend qu'il cherche un élément où il y a écrit save et puis il clique. Et c'est quand même très, très lisible et Cypress fonctionne vraiment avec les chain operators. Donc on va venir tout le temps faire point quelque chose, hop, et point quelque chose et venir chain à la suite. Et donc du coup, si on vient exécuter le test corrigé, donc ça, c'est l'interface de Cypress. Je vais fermer ma console pour que vous y voyez quelque chose. Voilà, c'est bon, je peux... C'est gentil, merci. Donc là, on voit l'interface de Cypress. Donc on voit que mon test il a été exécuté. Là, on voit toutes mes assertions qui sont en vert. Là, on voit toutes les étapes. Et vous avez dû le remarquer, mais en fait, dès que je passe ma souris sur les éléments, en fait, l'état de l'application change. Donc c'est super intéressant parce que pour débugger, en fait, il y a juste à revenir dans le temps, tout simplement. Donc là, par exemple, on voit que quand il a appuyé sur Marine, déjà, on voit quel élément il a trouvé. Et puis quand je mets ma souris sur clic, on voit ce qui s'est passé au clic, on voit exactement le pixel précis où il a cliqué. Et donc du coup, si vous avez un test où il dit j'ai pas trouvé mon élément, en fait, vous avez juste à remonter dans le temps, dans la timeline, et puis vous regardez, ah oui, mais là c'est parce que c'est normal, il est pas dans la page. Et ça peut aller encore plus loin, où en gros, on peut vraiment pin un état. Donc là, si j'appuie, l'état il est bloqué, et puis ensuite, je vais pouvoir venir inspecter le DOM. Donc ça, c'est pour l'aspect plus facilement débugable. Et puis c'est tout, hein. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Je vais juste remettre mes slides. Voilà, vous aurez, Marine vous donnera les infos après. Si vous voulez télécharger les slides, vous pouvez. Et je vous invite à regarder dans les sources, il y a énormément d'articles qui sont super intéressants et qui vont beaucoup plus dans le détail. Et moi, je vous remercie de votre attention. Et puis vous pouvez me retrouver autour d'une bière si vous avez des questions. Merci. Joanne, t'allais juste attendre que ça ferme. Allez, c'est parti. Si, c'est la bonne. T'inquiète. Tout va bien. Juste quand même, je suis un peu me la raconter parce que quand on a fait les répétitions, moi je suis arrivée quand même à faire le test. Alors, Et maintenant, ça va être au tour du binôme qui va clôturer cette édition 2022 de la Tech Week. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Xavier et Quentin, qui sont respectivement ingénieurs d'études et développeurs full stack. Et oui, c'est le moment de googler, vous pouvez arriver.
Du coup, on va commencer sur un faux départ, j'ai failli me lever trop tôt. Du coup, c'est parfait comme transition, parce que Johan, il vous a montré les tests end-to-end, et à un moment, il a dit deux choses importantes. Il a dit si vous avez des bons DevOps, et le deuxième, c'est si votre PO a un environnement installé. Bon, on en reparlera plus tard. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont passés avant nous, et que tous les termes techniques, ils les ont à peu près... Ouais, du coup, tout le monde sait à peu près développer une application, j'ai l'impression, dans la salle. Bon, qui utilise... Ouais, surtout devant. Du coup, on va se présenter rapidement. Xavier, comme présenté par Marine, je suis développeur, j'aurais aimé full stack, mais ceux qui m'ont vu faire du front savent. Bon, du coup, je me suis plutôt spécialisé sur comment on allait packager nos applications, comment on les construisait et comment on les mettait en prod. Et de mon côté, donc Quentin, ça fait 3 ans que je suis chez Kaizen, et moi, je suis développeur full stack. Menteur. Oui, je me vante. Bon, du coup, pareil, là, à main levée un peu, là, qui utilise Docker dans ses projets aujourd'hui? Ok, c'est bien. Qui utilise Kubernetes comme orchestrateur? Ah, ça commence à réduire un peu. Et qui utilise Helm pour piloter Kubernetes? Ok, bon, bah vous, désolé. Bon, ok. Alors, eh ben, c'est parti. De quoi on va parler aujourd'hui? Du coup, le titre de la conf, c'est on a mis des carrés dans les cubes, donc on va vous montrer un peu ce qui se passe dans une application et comment on les met dans les cubes. Et on y va. Donc en fait, tout commence simplement par un client qui débarque et qui vous dit eh ben, on va faire une application. C'est un peu notre métier, quoi. Donc là, on se dit chouette, et j'ai dessiné un carré. On dit cool, cool, cool. C'est une application standalone. Du coup, bah, facile, on code, on compile, on exécute. Pas très compliqué, je ne sais pas si on a vraiment besoin de Docker ou de trucs comme ça. Notre client, il cherche un peu et il nous dit... Ouais, moi j'aimerais faire une application qui est disponible via un navigateur. Donc, tout de suite, le choix par défaut qu'on va faire, c'est pas forcément du Angular et de la single page application, comme Baptiste, non, comme Johan tout à l'heure en a parlé. Non, nous, on va plutôt faire du web standard. Donc du web standard, en fait, c'est le back-end qui va venir fournir la page en fonction de la demande. Pour ceux qui ont un peu fait de ça, ça va être du Java type JSP. Non, ça y est, on a le retour. Comme je l'ai dit, donc les pages sont générées côté serveur. Et si on veut les rendre un peu plus dynamiques, on peut le faire avec des plugins, des API, voire quelques petites combinaisons de code JS. Et là, c'est le drame, c'est le client, il n'est pas satisfait avec cette solution. Donc, pour information, cette solution, ça marche régulièrement. À WordPress, ça fonctionne comme ça. Je sais qu'en ticketing, nous, chez notre client, on utilise Rally, par exemple, bah, ça marche tout pareil. Mais là, notre client, il a un peu relou, il nous dit on aimerait bien combiner des données d'une partie de la page à une autre. Et donc, ce que vous a dit Quentin, c'était un mensonge, parce que, en fait, on va faire une application en SPA. Et donc, une application en SPA, ça veut dire qu'on va avoir une séparation des composants front. Allô? Non, ça marche pas là. Allô? Ouais. Du coup, on va avoir une séparation des composants qui sont dits back-end et front-end. Du coup, ces composants, donc pour le back-end, grosso modo, comme disait Quentin, on va avoir un Spring Boot qui va exposer une REST API. On va avoir un front-end qui sera en Angular. Et en fait, ça a un impact énorme. C'est que du coup, on a deux applications avec deux cycles de vie différents, deux langages de programmation. Et donc, il faut être capable de les connecter ensemble et d'être capable de les afficher comme étant un seul service, une seule application. Alors, c'est la technologie. C'est quel bouton? Merci. Et donc, en fait, pour intégrer ces deux composants, on va utiliser un nouveau composant qui s'appelle un reverse proxy, qui va nous permettre d'avoir de simplifier nos flux réseau, d'avoir des notions de routage pour savoir quand est-ce qu'il faut taper sur le back-end, quand est-ce qu'il faut taper sur le service qui expose le front-end. Du coup, il y a des gestions de cores, il y a tout un tas de trucs, et ça permettrait aussi potentiellement de faire du passage à l'échelle. Alors ça, c'est quand le reverse proxy contient une fonctionnalité de load balancer, bon, ça, c'est pour des détails un peu techniques. Et du coup, là, on commence à être content, on se retrouve de l'application, on a augmenté notre nombre de carrés, et notre client. Ah oui. Et du coup, notre client, il nous dit « Oui, mais je ne veux pas simplement une application web, moi je veux une application web qui permet d'afficher des modèles 3D. »
Du coup, on a un deuxième front-end qui apparaît, qui est notre composant 3D. Donc là, on rajoute une nouvelle technologie et il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on prend comme technologie? Est-ce qu'on va plutôt faire du WebGL? Est-ce qu'on va plutôt partir sur du Canva? Comment on va l'intégrer dans notre front-end? Parce qu'on peut tout à fait faire du streaming via une application à part, mais c'est peut-être pas forcément ce que le client veut. Comment on va du coup gérer la superposition entre nos éléments de notre front-end et nos éléments de notre 3D? Et comment on va pouvoir faire communiquer tout ça ensemble? Et donc la réponse c'était d'avoir un nouveau composant. D'avoir un nouveau composant. La vie raté. Du coup, le client il continue puis il dit en fait une application généralement ça vit dans le temps et il y a besoin de stocker des données. Et donc pour stocker des données, et ben en fait, on va devoir encore une fois ajouter un composant supplémentaire. Ça va être une base de données. Alors du coup, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que c'est une base de données relationnelle? Est-ce que c'est une base de données qui va être indexée, plutôt orientée par document? Est-ce qu'on va se poser des questions? Donc potentiellement, ça va être les deux. Donc on va avoir plusieurs technologies ou autres. On va rester sur un cas simple avec une seule base de données. Et dans tous les cas, on va avoir à un moment un besoin de l'intégrer à notre back-end. Alors, la flèche et le sens, pour l'instant, ils sont bons. Après, ce ne sera pas forcément le cas, mais... Bref, on se retrouve avec un composant supplémentaire. Mais notre client, il veut aussi stocker des fichiers. Et à ce moment-là, il va falloir encore rajouter un carré. Ça commence à en faire beaucoup. C'est un file system. Donc on va ajouter un élément qui permet de stocker des fichiers, donc ce qu'on appelle un file system. Il y a différentes technologies, mais les problématiques surtout qu'il faut se poser, c'est dans quel contexte on va vouloir accéder aux fichiers. Est-ce qu'on veut de l'accès rapide? Est-ce qu'on veut de l'accès plutôt lent? Donc ça va être les performances, de la redondance aussi. Si jamais le système de fichiers il tombe, est-ce qu'on veut avoir des réplicas parce que les données elles sont critiques et il ne faut absolument pas les perdre. Tout ce qui est sécurité, qui a le droit d'y accéder, comment il doit y accéder. Et pour faire tout ça, on a rajouté le carré, mais rajouter un carré, ça veut aussi dire faire de la configuration. Ça va être plein de choses à configurer. Finalement, notre client, il dit l'application, en fait, on va l'intégrer chez nous dans notre système. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est que, un peu comme... alors, je ne sais pas si vous êtes sur la suite Office, mais sur Google, ça marche pareil. Si vous êtes sur la suite Office, vous utilisez la même chose pour vous connecter au OneDrive, à votre boîte mail, à des choses comme ça. Donc, ça, c'est un outil d'authentification. Donc, il voudra utiliser le même outil d'authentification pour son application. Donc, en fait, ça s'appelle du SSO, c'est du Single Sign-On. Et alors, on n'a pas vraiment rajouté un carré là pour le coup. Mais grosso modo, ça se fait en OIDC ou en SAML, il y a plein de protocoles. Il y a de l'authentication code flow, les dernières pratiques, c'est de ne pas envoyer le JWT directement dans le front, c'est de l'encapsuler dans un cookie, c'est de mettre un truc qui s'appelle Pixie, et en fait, c'est chiant à mourir. Désolé pour ceux qui font de la cyber. Et donc en fait, on n'a aucune plus-value à coder ça, et donc on va juste faire évoluer notre reverse proxy pour qu'il soit capable dynamiquement de nous rediriger vers le module de SSO, mettre un cookie, et en fait au bout du bout ce qu'on veut c'est authentifier notre front et recevoir un token JWT, donc une preuve d'authentification au niveau des serveurs back-end. Sauf que notre client il voulait de la 3D, mais qui dit 3D, là en l'occurrence ça dit comparaison de modèles en 3D. Donc c'est des traitements qui sont assez lourds, et on ne veut pas forcément que notre client, lui, il soit devant son application qui est freeze pendant que ça fait les traitements. Du coup, il va falloir mettre en place des traitements asynchrones. Donc, comme je l'ai dit, en fait, tout ce qui est traitement 3D, c'est souvent des traitements qui sont lourds, qui vont être longs. Du coup, il faut résoudre ces problématiques. Donc déjà, justement, notre utilisateur, il a besoin d'avoir du retour, savoir si ça s'est bien passé. Il faut aussi que nous, derrière, s'il y a des actions qui doivent s'effectuer après que le traitement soit fait, il faut qu'on puisse le savoir. Comme on l'a dit, il faut que l'utilisateur garde son expérience utilisateur qui soit agréable, parce que sinon il va fermer l'application et puis il va aller voir ailleurs. Et il faut être capable de combiner plusieurs technologies, parce que comme on l'a dit, là on commence à avoir beaucoup de carrés qui ne sont pas dans les mêmes langages, qui ne sont pas dans les mêmes... qui sont pas au même endroit. Et donc du coup, comment on fait ça? On met en place des traitements asynchrones. C'est-à-dire que là, il y a le petit carry worker qui est apparu. C'est complètement décorrélé du back-end. Quand notre utilisateur va faire un appel API et que c'est nécessaire de faire des traitements
ça va être envoyé dans un message broker comme du RabbitMQ, si jamais il y en a qui connaissent. Et nos workers, ils vont être abonnés à cette queued message pour faire ces traitements et derrière renvoyer un message sur une autre queue et dire moi c'est bon, j'ai fini de faire mon travail. On peut même imaginer que les workers sont lancés et arrêtés de manière dynamique en fonction du besoin. Donc là, on continue, le client il commence à être vraiment exigeant sur ses fonctionnalités. Hein. Et en fait, il se dit, vu qu'on a parlé de fichiers, de stockage de fichiers, en fait, on voudrait aller plus loin, on voudrait être capable de faire du versionning sur ces fichiers, on voudrait être capable de faire du suivi de modification. Et en fait, toutes ces fonctionnalités-là, je vous avais peut-être pas prévenu, mais les développeurs, ils sont feignants. Et c'est des fonctionnalités qui existent déjà dans plein de logiciels. Et donc là, ce qu'on va se dire, c'est qu'on a un stockage de fichiers qui est versionné, qui fait du suivi de modification. Et donc, au lieu de le coder, on va intégrer ce qui s'appelle une GED, donc pour gestion électronique de documents. C'est un machin qui existe à côté. Et donc, ça nous fait un composant supplémentaire qu'on va devoir intégrer à notre système. Et grosso modo, comparé au file system qu'on a présenté tout à l'heure avec la gestion de fichiers, en fait, c'est qu'on a du fonctionnel supplémentaire. Ça ne va pas forcément retirer le besoin de ce système de fichiers qui va être utilisé pour faire du temporaire, peut-être de l'analyse antivirus ou des choses comme ça. Mais derrière, on va avoir une GED pour fournir le fonctionnel de versionning, etc. Et il veut aussi que ça synchronise à son système d'information qui est existant. C'est souvent le cas quand on fait du développement. En général, le client, lui, il a déjà une infrastructure avec plein de petites applications qui font plein de choses. Il a des informations sur ses collaborateurs, ce genre de choses. Et en général, il faut souvent se brancher avec. Donc, ces informations, on ne va pas les chercher chez nous, on va les chercher chez lui. Du coup, c'est le petit nuage avec Existing SI. Lui, il a mis à disponibilité ses informations métiers, ses données clients, et en fait, il va nous fournir un contrat d'interface, donc communément une API, qu'on va appeler en disant moi, j'ai besoin d'avoir ces informations. Mais du coup, ça nécessite de l'authentification, parce que quand on fait une API, on ne peut pas se permettre de lancer sur le web une API et dire faites votre marché, vous pouvez prendre plein d'informations. Il y a notamment la notion de RGPD qui rentre en compte. Et en fait, c'est compliqué, quoi. Ça fait plein de machins à gérer, ça fait plein de trucs comme ça. Et pour rebondir sur ce que disait Johan tout à l'heure, quand on met des tests end-to-end, il a dit si vous avez des bons DevOps, on peut automatiser ça. En fait, automatiser ça, ça veut dire prendre ce machin-là, et le lancer, le déployer, être capable de l'exécuter. Et encore là, on a été un peu gentil, parce qu'on n'a pas encore commencé à parler, est-ce que c'est une archi monolithique ou des microservices, donc qui rajouterait encore des niveaux de complexité. On n'a pas parlé des différents protocoles, on a vite fait évoquer qu'on pouvait avoir 2 systèmes de base de données, mais on ne l'a pas représenté sur le schéma. Et en fait, faire des tests end-to-end, ça veut dire déployer tout ce machin-là. Et c'est insupportable si on devait le faire. Ça fait une grosse complexité, en fait. Bon, du coup, maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire, on va quand même se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment notre responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, si on prend notre schéma et qu'on met une petite colorisation, en fait, tout ce qui est en rose, c'est ce que nous, on est responsable de faire. On doit créer, mais on doit aussi configurer. Parce que, comme on l'a dit, il y a toutes les autres petites briques, là, les flèches, elles ne sont pas là pour rien, il y a de la configuration à faire. Notamment, c'est une appli web, donc il faut s'interfacer avec Internet. Il y a la brique SSO du client, où là, pareil, il va falloir faire de la config. Et le SI, si on a besoin d'aller demander des informations sur le SI, pareil, c'est de la config. Du coup, derrière, en fait, là, on a montré la responsabilité de l'équipe projet, ce qu'elle avait vraiment dans son périmètre. Et qu'est-ce qu'ils vont vraiment développer, en fait, c'est quoi là où il va y avoir du code qui sera implémenté? Et c'est sur ces composants-là, donc la partie front-end, back-end, le module de 3D et, et les workers. Et tout le reste, ce sera, donc, comme disait Quentin, des parties plus intégrées. Donc grosso modo, ces composants-là, ils doivent être développés. On a vu rapidement que pour développer, comme disait Baptiste, il y avait potentiellement du guide des conflits, donc il faut versionner, il faut le tester, comme disait Johan, et puis j'espère que vous faites tous des TU, sinon c'est pas bien. Du coup, potentiellement, il faut le packager, parce qu'on a dit qu'il fallait être capable de le déployer, notamment pour le tester. Il faudra du coup l'intégrer dans l'écosystème existant. Et il faudra le valider, parce que généralement, vos clients, ils aiment bien faire une recette avant que vous partiez en prod. S'ils ne le font pas, vous avez de la chance, mais généralement, ça se passe comme ça. Et finalement, le déployer en production.
Bon, bah maintenant, nous, on sait ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que le client il doit faire? Et donc, là-dessus, le client, c'est, comme on l'a dit, les petites briques en verre. Lui, il doit nous fournir un accès à son SI. Et il doit mettre en place aussi un SSO parce que, par exemple, l'authentification qu'on va faire sur notre application, elle peut être utilisée dans d'autres de leurs applications. Donc, c'est de la config, parce que c'est pas gratuit en fait de dire j'ai coloré ma brique en vert, c'est pas à nous de le faire. C'est que oui, il y a une partie qui est pas à nous de faire, mais il y a de la config quand même à faire, parce qu'il faut que notre application elle puisse communiquer avec. Il faut aussi qu'on se mette d'accord sur le format de données qu'on va pouvoir échanger, parce que si jamais le format est incompatible, il n'y a pas de données qui passent. Il y a des contraintes réseau aussi, parce que vu que c'est pas chez nous, il faut qu'on puisse aller interroger. Et donc maintenant... faut coder en fait. Il faut vérifier, comme on disait, et finalement, il faut mettre en prod. Donc, faut coder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il nous faut un environnement local qui est fonctionnel. Parce que, comme l'a montré Johan avec son IDE, il faut qu'on puisse avoir un environnement qui tourne. Il faut aussi avoir du live reload parce que, en fait, c'est notamment le cas dans le web, on ne peut pas se permettre d'attendre que l'application soit déployée quand on a fait une petite modification pour se rendre compte que ça ne marche pas. Faut que ce soit simple à installer parce que si vous avez un nouveau développeur qui arrive et que déjà il s'arrache les cheveux pour mettre en place votre application et pouvoir développer dessus, il ne va pas passer une bonne expérience et c'est pas dit que vous le gardiez votre développeur. Et puis justement on aime bien les développeurs, on aime bien, on est des grands enfants on va dire, on aime bien jouer avec nos outils et on aime bien avoir les outils qui sont exactement comme on veut. Et donc il faut que ce soit customisable au niveau des IDE, au niveau des outils, que ce soit assez flexible pour que si demain il y a un développeur qui aime bien souffrir et qui veut tout faire avec du Notepad, il puisse le faire. Mais du coup, il y a un VCS. Donc un VCS, c'est quoi? C'est un Version Control System. Donc en fait, c'est le Git, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau du versionning pour partager le code. Il y a des sites d'intégration continue, comme on l'a dit, pour être sûr que notre application et notre code il est résilient. Il y a DMR et DPR. Donc MR, c'est Merge Request et PR, c'est Peer Review. C'est en gros les collègues qui vont lire le code et qui vont dire « Ah, moi je suis pas d'accord, j'aurais pas fait comme ça ». C'est caricatural, mais globalement, l'idée c'est d'avoir un code qui est de meilleure qualité. Et, comme on l'a dit, du packaging pour se faciliter la vie et pouvoir déployer assez facilement. Bon, après c'est très exhaustif, il y a plein d'autres choses à faire. Pour les développeurs dans la salle, ils le savent. Et comme on l'a dit, il faut prendre en compte l'ADX, comme je l'ai un peu abordé, c'est que si vos développeurs ne s'amusent pas dans ce qu'ils font, ils arrêteront de le faire. Du coup, on parlait là du coup de coder. Donc là, pour vérifier, en fait, qu'est-ce qu'on vérifie? Potentiellement les performances de l'application en mettant des tests de charge. On peut vérifier la configuration pour vérifier que tout fonctionne bien. On peut vérifier la résilience. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a du chaos engineering qui existe pour ceux qui connaissent. C'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un service qui tombe, s'il y a un machin qui redémarre. Et en fait, pour ça, il faut mettre en place des environnements spécialisés. Donc là, dans notre cas, on est un système un peu à l'ancienne. Pas forcément le truc où je suis le plus fier, mais c'est pas très grave. Du coup, on a un environnement de dev qui est livré à chaque fois qu'il y a une merge request qui est mergée, où on déploie carrément toute l'application, et ça est la photo de la dernière version de l'application déployée. Un environnement de recettes qui, lui, du coup, est livré plutôt en fin de sprint, qui va permettre de faire des recettes clients et de valider, en fait, l'intégralité de ce qui a été développé durant le sprint. Et après, une pré-production avant d'aller en production pour avoir les dernières vérifications sur des environnements de taille et de configuration vraiment équivalentes avec la production. Et finalement, la prod qui est livrée sur demande dans notre cas. C'est vrai que des fois, ça existe. J'aimerais bien le voir plus souvent, mais ça existe de pouvoir déployer à chaque fois qu'il y a un commit. Mais tout le contexte ne fonctionne pas. Donc nous, on a vraiment cette prod qui est livrée sur demande quand tous les tests de qualité sont passés et la pré-prod également. Et du coup, maintenant qu'on a tout ça, faut mettre en prod. Et donc, en fait, pour ceux qui ont déjà fait du déploiement, quand c'est pas automatisé, que c'est tout fait à la main, c'est très très pénible parce que c'est plein de fichiers de config. Si on les fait à la main, c'est extrêmement source d'erreurs. Et en plus, quand là on a 18 briques à peu près, il me semble, et du coup, il y a plein de configs pour chacune de ces briques à faire. Et donc, au final, c'est pénible. Et
encore une fois, l'interfaçage avec les systèmes externes qui vient s'ajouter, donc encore de la config, donc encore de la source d'erreur. En fait, ouais, c'est très pénible. Et du coup, on se dit, en fait, pardon. Eh ben, t'inquiète. C'est compliqué. Du coup, comme on disait, c'est toute la complexité du projet qui est à prendre en considération. Je sais pas, alors, je suis peut-être déjà trop vieux, je sais pas. Moi, j'ai vécu sur mon premier projet, on avait en parallèle du code, des binaires et des trucs comme ça. On avait une merveilleuse, il y en a qui s'en rappellent dans la salle, une merveilleuse doc d'installation qui devait faire approximativement 50 pages, je crois, où il y avait du coup des lignes en noir, en blanc, enfin écrit en blanc sur fond noir qui représentait un terminal où les gens faisaient du copier-coller pour déployer notre application sur une multitude de serveurs. Et en fait, ça se passait systématiquement mal, ça ne peut pas bien se passer. À chaque fois qu'on devait mettre à jour, en fait, on devait livrer un subset de cette doc d'installation. Bon, relativement l'enfer. Dès qu'il y avait un bout de configuration qui changeait, c'était pareil, il fallait aller sur tous les serveurs, etc. etc. Là, encore une fois, je dois être trop électrostatique ou je sais pas. Oui, même pas. Du coup, il y avait cette gestion de documentation, il fallait à côté livrer toute la partie documentation utilisateur, etc. Donc c'était quand même un concept intéressant. Et si on doit créer un nouveau serveur, si on doit passer à l'échelle horizontalement parce qu'on a un problème de perf à un moment en prod, et grosso modo, il faut qu'il y ait un mec qui court pour brancher un PC, brancher une VM, démarrer, copier-coller tous les machins pour arriver à la mise en prod. Ça marchait jamais, c'était très simple. À chaque fois, c'était l'enfer. Et du coup, si on doit rajouter de la puissance de calcul, ça se passe mal. Et potentiellement, si on fait évoluer, parce que là, demain, on peut rajouter un composant supplémentaire, si on doit faire évoluer ça, il faut qu'on le rajoute sur tous les environnements, il faut qu'on mette à jour tous ces trucs-là, et c'est incroyablement... c'est pénible, tout simplement. Et du coup, la seule réponse à toutes ces problématiques-là, en fait, c'est d'automatiser. Et donc, comment on fait ça? Du coup, là, on vous spoil un peu parce qu'il y a déjà les petites baleines. Du coup, on se dit, et si on avait un outil permettant d'isoler nos ressources et nos dépendances, de packager nos applications automatiquement avec un minimum d'efforts, et de les distribuer sur plein de supports différents. Et en fait, ça s'appelle Docker. Et c'est la petite banane bleue que je vous ai parlé. Petit mot, Podman sort du bois en ce moment, donc effectivement il y a des baleines, mais ça peut être des petites taupes, ça marche aussi. Du coup, une fois qu'on a tous ces machins qui sont foutus dans les conteneurs Docker, en fait on va avoir besoin d'un orchestrateur qui vont nous permettre justement de les déployer, de les mettre à jour. Ça va proposer de la découverte de services, donc potentiellement si vous rajoutez un nouveau service, ça va fortement simplifier la configuration. Du coup, load balancer dont je parlais, ça va faire de la répartition de charges, du passage à l'échelle avec être capable de créer des nouvelles instances de ces conteneurs, etc. etc. Je pense que je ne peux pas me lancer dans la liste exhaustive des services qu'apporte Kubernetes, notamment sécurité et autres. Et du coup, maintenant, on a notre orchestrateur et on se dit, si on pouvait avoir un outil qui nous permet d'appliquer ces configurations sur nos différents environnements sans qu'on ait trop besoin de faire d'efforts, parce que, comme Xavier l'a dit, on est un peu fainéant. Et ça permet aussi de gérer les mises à jour de nos environnements. Et ça s'appelle Helm. Avec une super animation. Ouais. Et donc, en fait, c'est juste des templates. Nous, derrière, on vient set nos valeurs dans ces templates. On lance ces fichiers de config. Et puis, c'est magique. Et en fait, là, ce qu'on se dit, c'est que au final, déployer, c'est juste exécuter des scripts et appliquer une configuration. Et donc en fait, simplement dev, il est déployé dans Helm via Kubernetes, enfin via Helm dans Kubernetes, excusez-moi. Recette, c'est exactement pareil. La pré-prod, c'est pareil, et la prod, c'est pareil. Et là, en fait, on se dit, on a fait le boulot qu'une seule fois, et là, on est capable de gérer toute cette complexité qui, on était peut-être en retard, mais il y a 10 ans, était encore difficile à gérer. Et du coup, pour développer, c'est pareil. On a nos repos de code, nos repos Git. On a juste à cloner nos différentes parties de l'application, donc notre front-end, notre back-end, notre 3D. Quand on a besoin de le lancer, on le fait via Helm avec un petit script. Et puis en fait, sur notre machine, on a un K8s cluster, donc un Kubernetes qui tourne et qui permet de faire du live reload et de tester notre application directement sur notre appareil. Et donc, on peut le dire. On a mis des carrés dans des cubes.
C'est là-bas. Et merci d'avoir joué le jeu parce que du coup on va être un petit peu honnête. En fait on vous a présenté comme si c'était tout dans le meilleur des mondes, et à chaque fois que tu vas voir une conf Kubernetes, les gars ils disent bah regardez c'est génial, je tue un pod, le machin il revient et ça marche du premier coup. En fait c'est pas du tout gratuit, on a vraiment galéré, on a eu une montée en compétences qui était vachement longue. Du coup hop, c'est écrit, et on n'a surtout pas fini de le faire parce qu'en fait à chaque fois on découvre des nouveaux problèmes et on passe des nouvelles portes. Je l'admets, on a commencé par du Docker Compose et on a mis vachement de temps à commencer à se séparer de ce Docker Compose pour utiliser ça sur les environnements de dev. Et en fait, comme d'habitude, c'est pas des silver bullets, donc grosso modo, en fait, on n'a pas réduit ou supprimé la complexité, on l'a juste décalé, on l'a mis ailleurs. Et je pense que cette fois-ci, on a fini. Je rajoute juste une petite chose. Pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier, on a commencé en mars 2021. J'ai vu l'adresse de prod tout à l'heure. Mon chef de projet m'a montré l'adresse de prod tout à l'heure. Donc, Je crois qu'on peut les applaudir vraiment très fort parce que pour rester aussi concentré, impassible et incroyablement bon en oration alors que c'est très 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 agité dehors, je pense qu'ils ont le droit qu'on les applaudisse encore une fois. Et on est pile poil dans les temps pour ne pas être en train de discuter pendant le coup d'envoi, et c'est une bonne chose parce que vous avez remarqué quand même que ça s'agite de plus en plus. J'ose pas faire pareil. Donc voilà, c'est terminé pour les conférences. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, merci de votre attention. Je vais vous garder encore une toute petite minute parce que comme c'est la fin de l'édition 2022, c'est très très important pour moi de remercier toutes les personnes qui ont participé et qui font que cet événement existe. Je vais commencer par ceux qui vous font un peu plaisir au début des conférences, donc les warm-up. On avait Little Tune hier et Kevin Mikou qui vous a vraiment perturbé tout à l'heure et que vous allez pouvoir revoir pendant le cocktail. Donc merci à eux. Un grand merci aussi à l'équipe technique Julien et Hugo de Cam Production parce que ça n'a pas été évident pour eux, même si on est absolument ravis d'avoir un match France-Serbie ce soir. Mais en termes techniques, c'est pas si simple. Donc merci à eux pour leur adaptabilité et pour toujours trouver des solutions de dernière minute. Donc un grand bravo. Merci à ma maman. Non, c'est pas vrai. Merci à nos speakers parce que sans eux, il n'y aurait pas de conférence. Ils ont passé énormément de temps à préparer leur conférence. On les a bien embêtés pendant la répétition pour que ce soit impeccable, que vous compreniez tout, même si peut-être il y a des choses que vous n'avez pas compris, mais ça, c'est pas de ma faute. Donc vraiment bravo à eux 7, parce qu'ils étaient 7 en les comptant hier. On avait Raphaël, Victor, Taline et ce soir Xavier, Quentin, Baptiste et Johan. Un grand bravo à vous 7. J'ai un dernier remerciement, après promis on va boire une bière. Et donc les derniers que je tiens vraiment à remercier, c'est l'équipe d'organisation. Parce qu'ils ont été incroyables. Ils se sont libérés une fois par semaine pendant plus de 2 mois pour me filer un grand coup de main qui a été très utile. Je voudrais que Camille, Justine, Laetitia, Lister, Raphaël et Rémi et Simon se lèvent et me rejoignent parce qu'ils méritent d'être applaudis très fort. Voilà, ils ont géré plein de choses, ils m'ont aidé pour la mise à jour du site web par exemple, parce que moi je sais pas faire. Ils ont fait énormément de travail, ils ont aidé pour les répétitions, ils ont été géniaux et en plus vous allez les adorer parce que c'est eux qui servent les bières ce soir, donc vraiment vous pouvez les applaudir. Voilà.
J'ai terminé de vous embêter. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon match. J'espère que la France va gagner, parce que quand même, vous nous ont un peu embêtés. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Passez une très bonne soirée, à tout à l'heure.